Mes chers camarades, bien le bonjour, j'espère que ça va en ce vendredi sur Twitch en direct ou même en rediffusion sur YouTube ou en podcast parce qu'on est absolument partout. Aujourd'hui on va parler archéologie de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Et oui, parce que figurez-vous qu'il y a aussi de l'archéologie de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Et pour ça, je reçois Pierre Legrand qui est géologue de formation. Il est spécialisé en sédimentation et géophysique. Il est également spécialiste de l'archéologie de conflits et plus particulièrement des Premières et Secondes Guerres mondiales. Vous l'avez deviné, c'est dans le titre de cette émission. Il est actuellement employé dans une société d'archéologie privée dans les Flandres, en Belgique, qui s'appelle, et là j'aurais dû faire peut-être mieux préparer les sonorités, attention, c'est Monument Van de Keer. Pierre Legrand nous dira comment ça se prononce, je suis navré. Et donc il est nommé là-bas à la fois pour ses casquettes de géologue et d'archéologue. Et comme on dit jamais deux sans trois, vient s'ajouter une troisième casquette, celle de Compass Research, une société qu'il a créée pour l'aider à financer sa thèse à venir. Pierre y fait notamment des études historiques de certains sites pour les démineurs, c'est passionnant, et il pourra nous en reparler dans un instant. Bonjour Pierre. Bonjour, bonjour. Alors, dans le chat, certaines personnes sont très bienveillantes et me disent c'était une bonne prononciation. Est-ce que c'était le cas? Oui, ça allait, franchement, ça allait. T'étais quasiment dans le bon, quasiment dans le bon. Van de Kerkhove, c'est parfait. Ok, bon bah écoute, super. Alors oui, je suis ravi de parler de ce sujet avec toi aujourd'hui. Ça fait quelques temps maintenant, en plus qu'on sur les réseaux, certaines personnes évoquent un petit peu ça. Et c'est vrai que quand on parle d'archéologie, de toute façon, c'est peut-être un peu contre-intuitif de penser tout de suite à la Première ou à la Seconde Guerre mondiale dans l'esprit des gens. C'est peut-être un peu trop récent pour faire l'objet de fouilles en fait. En effet, c'est vraiment quelque chose qui est peut-être assez récent, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en effet, on a énormément de données aussi, de données bibliographiques, photographiques, de témoignages directs de personnes qui ont donc vécu la Première Guerre mondiale. Mais ces témoignages restent à la fois subjectifs et fragmentaires. Ce que l'archéologie de conflit, et surtout l'archéologie de la Première et de la Seconde Guerre mondiale nous donne, c'est vraiment un aspect, on va dire, plus quotidien, plus du quotidien, par exemple, de détails que certains témoins, que certaines sources bibliographiques ne vont pas utiliser ou ne vont pas juger utile de mentionner. Par exemple, comment construit-on une tranchée? On a bien entendu des manuels qui vont nous expliquer je construis ma tranchée comme ça, de tel type, avec ça et ça et ça et ça. Mais l'être humain va bien sûr s'adapter au terrain, va s'adapter aux conditions et va donc créer différentes structures, trouver différentes alternatives qui ne va pas forcément rapporter ou pas forcément témoigner. Et puis on a bien sûr la vie du quotidien dans les tranchées, ça va justement des toilettes, des latrines, jusqu'aux moyens de subsistance ou même aux moyens de combat utilisés, qui ne sont pas forcément mentionnés ou dans les témoignages qui sont assez fragmentaires. Ça reste bien entendu à chaque fois les témoignages soit d'époque ou alors on a certaines omissions, parfois tout simplement parce qu'on oublie ou parce que justement on ne peut pas dire à l'époque, en 1915, bon j'étais dans telle zone, telle tranchée, j'ai rencontré tel régiment, secret militaire, ou tout simplement par après, soit on a oublié justement ces détails, ou on ne les a pas rapportés, ou justement on va, pour certaines sources, un peu déformer la réalité dans des buts de propagande, par exemple. Alors, ensemble, on va passer un petit peu moins de 2 heures, ce qui est quand même cool et confortable pour parler de ce sujet. On va parler dans un premier temps, peut-être, on va faire un petit topo des guerres mondiales en Belgique, parce que c'est vrai que, alors il y a pas mal de Belges qui suivent l'émission, et d'ailleurs on salue tous les Belges qui nous regardent, et aussi tous les Canadiens, et puis tous les Suisses, enfin tous les francophones, voilà. Mais c'est vrai que la plupart des gens vivent en France, et donc on connaît un petit peu moins l'impact de ces guerres mondiales sur la Belgique. Donc on va faire un petit topo là-dessus, et puis ensuite on ira sur ton terrain, l'archéologie de conflit, et on rentrera un petit peu plus dans les détails. Mais avant ça, comme tous les gens qui passent dans cette émission, j'aime bien demander un petit peu leur parcours personnel pour savoir d'où ils viennent. Comment est-ce que toi, tu en es venu à travailler sur cette archéologie de conflit? En fait, donc à la base je suis géologue, donc je suis géologue de formation. Ma formation universitaire c'était de la géologie pure. J'ai fait mes études à Gand, où j'ai eu ma maîtrise. J'ai obtenu mon master à Gand. Et justement, pendant ma dernière année de maîtrise, j'ai eu l'occasion de rencontrer, lors d'un séminaire, Peter Doyle, qui est un géologue aussi, anglais,
spécialisé justement dans l'archéologie de conflit et dans l'apport justement de la géologie du terrain sur les opérations militaires et dans l'histoire militaire. Avec ça, justement, je me suis rendu compte que ça correspondait un peu à mes intérêts aussi bien familiaux. Je suis issu d'une famille militaire, donc il y a un certain intérêt aussi, un certain intérêt depuis petit sur la chose militaire. Moi, j'en ai entendu parler énormément. Et ça a lié justement mes deux côtés, donc ma formation académique et mes intérêts. Et donc, quand j'ai eu l'opportunité justement de pouvoir postuler dans une société archéologique privée en Flandre, justement, c'était ma casquette de géologue, je me suis rendu compte, on m'a donné l'opportunité plutôt de pouvoir allier mes connaissances en géologie, mes connaissances du terrain, et aussi d'apprendre de nouvelles connaissances en archéologie de terrain sur les conflits, et plus spécifiquement ceux qui nous occupent, donc la Première Guerre mondiale. Alors, tu nous dis que tu es géologue. Ça peut paraître peut-être clair, mais peut-être qu'on a des préjugés aussi là-dessus. C'est quoi, en fait, la géologie ? La géologie, c'est vraiment des aspects extrêmement multiples. On peut aller jusqu'à la recherche de diamants et à la recherche, pour simplifier, que les géologues ne me tuent pas, on peut aller très simplement dans la géologie minière, où on va aller creuser des mines et essayer de trouver des minerais, ou on peut aller carrément dans d'autres aspects, par exemple la géophysique, qui sont des études, qui sont des prospections sur le terrain, pour certaines structures ou certaines formations, sans toucher au sol, en utilisant par exemple des géoradars, des petits chariots, ou de prospection géomagnétique. On peut par exemple aussi devenir géologue et se spécialiser dans la sédimentologie, comme tu l'as dit dans la présentation. En fait, la sédimentologie, c'est tout ce qui est l'accumulation des sédiments. Qu'est-ce qu'un sédiment ? C'est du sable, de la boue à la base, et de son évolution, et donc des différentes couches présentes dans le sol. Puis il y a certains géologues qui vont spécialiser dans vraiment le très ancien, les roches, vraiment les roches sédimentaires, roches magmatiques, qui vont plus aller de ce côté-là, donc plutôt le côté vraiment géologue caillou. Et il y a les géologues plutôt sédimentologues qui vont plutôt se spécialiser au niveau de ce qui n'est pas encore une roche. Donc c'est-à-dire, ou de ce qui a été une roche par l'érosion. Donc plutôt ce qui est les sables, etc., les sédiments, donc tout ce qui est, voilà. Et de mon côté, moi j'ai choisi de me spécialiser, justement, lié à la géologie de la Flandre. On n'a pas réellement énormément de cailloux. Je me suis spécialisé plutôt en sédimentologie et en prospection géophysique, d'abord marine, et puis après j'ai un peu continué en sédimento, ce qui m'a permis justement d'arriver où j'en suis maintenant. On a quelqu'un dans le chat qui dit « J'ai un ami qui est géologue, il me dit que la géologie peut vraiment servir à tous les domaines, c'est absolument fou. » Ça, en effet. On est à la base d'à peu près tout, vu qu'on vit sur le sol, on vit aussi dans le sol des fois. Donc justement, on est à peu près, c'est une étude qui englobe énormément, c'est une science naturelle, donc c'est vraiment de l'observation, de la description, et puis après une théorie, des formulations de théories, pour essayer d'arriver un peu plus loin. Mais oui, non, en effet, ça sert à tout. D'ailleurs, si le sujet de la géologie vous intéresse, j'en profite pour passer non seulement un petit coucou, mais vous inviter à découvrir cette formidable émission qui est Sciences de comptoir, qui est tenue par Valentine Delatte. Vous pouvez retrouver sa chaîne sur YouTube, notamment. C'est totalement déjanté. Vous allez voir sur cette chaîne que la géologie peut vraiment toucher absolument à tout. Et comme elle le dit elle-même, ça n'est pas que lécher des cailloux, cette discipline. Voilà. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et dans cette Première et Seconde Guerre mondiale, peut-être faire un dernier petit aparté sur ta troisième casquette. Tu travailles du coup pour des démineurs. Oui, en effet. Donc, je n'ai hélas pas eu l'opportunité de pouvoir faire une thèse de doctorat à la fin de ma maîtrise. Et j'ai toujours un peu eu le regret de ne pas pouvoir faire ça. Donc, je me suis posé la question, comment est-ce que je pouvais financer justement une thèse, ou comment est-ce que je pouvais financer par exemple mes recherches axées justement sur la géologie de conflit, qui est vraiment quelque chose de très 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 particulier et très très niche. Donc j'ai fondé Compass Research avec deux optiques. La première optique, c'est vraiment disons un outil pédagogique pour permettre aux gens justement de comprendre l'archéologie de conflit, de comprendre les conflits, de comprendre l'influence par exemple du paysage ou de la géologie sur les conflits, en donnant des séminaires
ou en faisant des visites guidées. Et alors après, bien sûr, en faisant aussi, dû au fait justement de mon background en plutôt historique archéologique de terrain, pour faire des études historiques pour les démineurs. Pourquoi ont-ils besoin d'études historiques? Nos amis les démineurs, c'est assez simple. La Belgique, c'est un énorme champ de bataille. Depuis le début de son existence, et même bien avant, ça a été un énorme champ de bataille. Donc, on a réellement une problématique sur certaines zones au niveau munitions. Il est donc important de pouvoir justement savoir, suis-je dans une zone à risque ou suis-je dans une zone qui n'est pas réellement à risque au niveau munitions. Et c'est ce que je fais par exemple pour certaines sociétés, comme par exemple César en Belgique. Je les aide à dessiner le contexte historique de leur site pour justement savoir est-ce que j'ai un potentiel au niveau munitions sur mon site, est-ce qu'il y a des structures qui pourraient être intéressantes au niveau risque de munitions présentes, et est-ce qu'il y a bien sûr des mouvements de troupes ou par exemple des batailles qui auraient été oubliées ou qui n'auraient pas justement pas été notifiées sur le site. Donc voilà, c'est un peu le concept. Tu as bossé vers Waterloo? Oui, j'ai eu l'occasion, mais ça c'est plutôt pour mes recherches personnelles, j'ai eu l'occasion en fait allez, je commence pour l'instant un projet sur Waterloo. J'ai commencé donc par une étude bibliographique et cartographique des sources pour caractériser en fait l'influence du paysage et de la géologie à Waterloo sur la Grande Armée, enfin sur la Grande Armée, pardon, sur l'armée du Nord lors de la bataille de Waterloo. Et j'ai pour ça choisi vraiment deux armes qui sont assez sensibles au paysage et au terrain, l'artillerie, donc la grande batterie, et bien entendu la cavalerie française avec la grande charge de cavalerie de Waterloo, pour justement essayer bien sûr de comprendre sur ces armes qui sont assez sensibles par rapport au terrain, quelle influence, y avait-il une influence par rapport au paysage et par rapport à la géologie sur le site. Parce que par exemple, tout le monde a, je crois, avec un peu de background historique, a entendu bien sûr ou a vu le film Napoléon, le film Waterloo, un peu mieux de Bondarchuk, où on voit justement l'influence par exemple de la pluie. On remarque la pluie avant la bataille, le général de La Salle qui vient demander à Napoléon un peu plus de temps pour pouvoir déplacer ses canons parce qu'il perd du temps justement lié au terrain, etc., aux conditions météorologiques qui sont horribles et au terrain qui devient horriblement boueux. C'était toujours la question, est-ce que c'est justifiable en fait, ou est-ce que c'est peut-être pas, sans vouloir froisser bien sûr tout le monde, c'est peut-être pas une excuse qui a été utilisée justement à la fin de la bataille pour un peu expliquer que on n'était pas réellement prêt. Et même principe avec la charge de cavalerie. La charge de cavalerie rencontre à un certain moment le fameux chemin creux de Rohan, qui est selon certains peintres décrit quasiment comme un gouffre d'1,50 m de profondeur, qui aurait bien sûr stoppé une charge de cavalerie. Mais le problème, c'est que le chemin de creux de Rohan, il n'existe plus sur le champ de bataille. Dû au fait justement que les Alliés ont décidé de construire une petite butte avec un lion dessus, ils ont décidé justement de niveler le terrain et donc de faire disparaître cette zone du chemin creux de Rohan. Donc en fait, on ne sait pas réellement la profondeur du chemin creux de Rohan, même l'impact qu'il a pu avoir. Est-ce que c'était une excuse ou est-ce que c'était réellement quelque chose qui a eu un impact significatif sur la charge de cavalerie française? Même principe aussi, bien sûr par après, le terrain donc a été nivelé pour justement construire le monument, la butte du Lion à Waterloo. On n'en connaît pas réellement l'impact. On sait juste que Wellington va arriver, je crois, c'est au moment où la butte a été construite, pour justement visiter son champ de bataille, et va se plaindre justement en se disant qu'est-ce que vous avez fait à mon champ de bataille, vous l'avez complètement détruit. Plus personne ne comprendra ce que j'ai fait. Donc ça va être intéressant justement, c'est ça le but, c'est d'abord via des données bibliographiques et cartographiques d'arriver à essayer justement d'arriver sur des pistes possibles pour juste après argumenter ça avec des données terrain. Donc ça c'est le côté géologie de terrain. On va par exemple faire une prospection géophysique que je vais pouvoir faire, que je vais avoir l'occasion justement de faire sur une partie du site, sur une partie des positions de la grande batterie, et alors de corréler ça donc avec des forages ou avec des profils qui sont faits, c'est-à-dire un profil, c'est un coup où on peut dévoir justement le sol et les différentes couches du sol, et donc voir s'il y a un impact ou pas, et confirmer les témoignages et les données bibliographiques et cartographiques. Semer le doute, une grande passion. Voilà.
Allez, rentrons dans le vif du sujet et on va commencer par un petit, entre guillemets, topo sur les guerres mondiales en Belgique. Alors au début de la Première Guerre mondiale, la Belgique, c'est un pays qui est neutre. Est-ce que c'est le cas depuis longtemps? La neutralité de la Belgique, c'est défini quasiment, je crois que c'est quasiment défini constitutionnellement en tout cas. C'est quelque chose qui a été ancré justement depuis la fin des guerres, donc des guerres impériales, donc depuis la 1830. La Belgique a été vue comme une sorte de zone tampon qui pourrait donc servir à, on va dire, calmer un peu tous les enjeux et toutes les frictions locales. Alors, d'abord, on a été donc sous domination néerlandaise. À partir de avant 1830, on est sous domination néerlandaise. Donc, c'est les Néerlandais qui sont chargés d'administrer notre pays. Dans le même principe à peu près aussi, s'arranger que justement on soit dans une zone neutre, une sorte de zone tampon, on ne peut rien justement, ou du moins ça laisserait le temps aux grandes puissances de pouvoir réagir entre elles pour arriver à une solution négociée ou militaire, le cas échéant. À partir de 1830, donc on devient un pays indépendant, notre ami néerlandais nous quitte, et nous devenons donc un pays indépendant. Et ça reste bien sûr ancré dans le même principe. On est un pays neutre, c'est-à-dire que notre roi va se marier, notre roi est un Saxe-Cobourg-Gotha, ce qui sonne très germanique. Oui. Il va se marier avec une Française, et les personnes qui vont lui proposer le job, qui vont l'indiquer du moins pour le job de roi de Belgique, ça va être les Anglais en fait. Donc tout le monde va se mettre d'accord pour arriver à un petit pays neutre, tout le monde a un peu ses intérêts. Et c'est bien sûr un gros sommaire que je te fais, c'est un gros résumé, mais c'est ça plus ou moins ce qui va se passer. Et donc on reste neutre. Par exemple, la guerre ce que nous on appelle la guerre de 1870, ce que vous appelez la guerre de 1870, la guerre franco-prussienne, on n'y participe pas. Pourquoi ? Parce qu'on justement n'est pas concerné. Bien entendu, on a une sorte de neutralité, on a une neutralité territoriale. Ça veut dire que les puissances étrangères nous garantissent aussi cette neutralité. Si jamais on avait un problème, bien sûr, ces grandes puissances viendraient justement en aide à la Belgique pour garantir notre neutralité. Mais la Belgique doit bien sûr d'elle-même aussi pouvoir avoir sa neutralité, va donc avoir une armée pour justement garantir la neutralité de ses frontières et éviter justement le passage d'une autre unité d'une des grandes puissances sur son site, sur son territoire. Et donc en 1870, pardon, 1870, excusez-moi, on continue dans la même idée, on est neutre, donc on attend. On va bien sûr mobiliser nos forces armées, on va garder nos frontières des deux côtés, le cas où, mais généralement on s'arrêtera là en fait, on ne participera à aucune action militaire. Et c'est un peu le même principe au début de la Première Guerre mondiale. Notre roi est cousin avec quasiment tous les grands monarques européens, tout aussi bien avec nos amis les Russes que le Kaiser Wilhelm en Allemagne, que le roi George en Angleterre. Donc justement, pour lui, la neutralité, ça va de soi. Et donc, on doit garantir cette neutralité belge et le territoire et l'intégrité du territoire belge. Et pourtant, quand ça éclate, j'imagine que la Belgique est pas très sereine, quoi. On n'est pas super serein, donc on va quand même essayer d'un peu voir qui, quoi, où. Mais bien entendu, on va mobiliser. Donc on va mobiliser à peu près une force de 150 000 hommes, notre armée. Et on est aussi préparé déjà un petit peu à l'avance. On a eu la chance, dans les années, fin du 19e, début 20e, de vraiment pouvoir développer notre système de défense. Vu qu'on est une armée qui se défend, on est une armée qui n'attaque pas, on va construire des forts. Et donc l'idée du plan belge, c'est on a plusieurs forts en Belgique, on sait plus ou moins que la menace, probablement, ça viendra plutôt du côté de l'Allemagne, donc on va commencer à fortifier certaines zones importantes. La ville de Liège, en Belgique, située à l'est du pays, va être ceinturée de forts pour permettre justement sa défense. Dans l'idée, c'est un point de passage obligé pour les armées allemandes, pour arriver justement sur le sillon Mosan, et après suivre la Sambre pour justement arriver en France, ou passer dans les plateaux flamands pour justement aussi arriver dans le nord de la France, qui est le cœur industriel français. Donc l'idée, bien sûr, de fortifier la ville de Namur, fortifier la ville de Liège, fortifier la ville de Namur pour essayer de les ralentir, et qui sait peut-être les stopper.
Et si vraiment, vraiment, vraiment on a un gros problème, on a ce qu'on appelle la position fortifiée d'Anvers. Anvers en français, mais Anvers pour nous les Belges, qui est en fait un gigantesque fort. La ville est d'un énorme fort, entouré de 2 ceintures de forts. Et l'idée, c'est si vraiment, vraiment, vraiment on est dans les problèmes, comme nos amis néerlandais sont probablement neutres, on peut s'appuyer sur cette zone de frontière, vu qu'on est un petit peu au nord de la frontière belge, et on peut réfugier tout le gouvernement et toutes nos institutions là-dedans. Et attendre justement que nos amis nous viennent en aide, que ce soit les Anglais, ou que ce soit les Français, ou que ce soit qui que ce soit d'autre qui veut bien venir nous aider. C'est un peu l'idée. On a Gruc Groc dans le chat qui nous dit que l'ami Quentin de la chaîne Sur le Champ, qui est une très bonne chaîne d'histoire militaire, franchement allez vous abonner sur YouTube, c'est super, qui a fait un épisode sur les forts en Belgique, donc si ça vous titille, eh bien allez faire un petit tour là-bas. Alors du coup, ok, les Belges ont pris leurs précautions, mais qu'est-ce qui se passe en 1914 quand les Allemands entrent en Belgique ? En fait, ce qui va se passer, c'est les Allemands vont rentrer assez facilement en Belgique à partir du 4 août. Donc, l'offensive se déclenche via justement un plan qui est pensé par les Allemands, le plan Schlieffen, qui est en fait une manœuvre en passant par la Belgique pour arriver sur Paris et passant par le cœur industriel du Nord, donc les mines et l'industrie textile, pour redescendre sur Paris, en passant bien sûr par la Belgique, qui est pour eux une armée de 150 000 hommes, c'est pas énormément, donc c'est pas une énorme menace. Au pire, ça les retardera de quelques jours, mais les Allemands travaillent bien sûr sur un planning très serré. Ils doivent arriver à Paris le plus rapidement possible pour justement mettre fin le plus rapidement possible à la guerre sans perdre trop de moyens ou perdre trop de personnes. Ce qui va se passer, les Allemands vont prendre extrêmement facilement la ville de Liège. Étonnamment, ils vont pouvoir rentrer dans Liège, mais le problème, c'est que les forts vont continuer à tenir. Donc toute la ceinture de forts et les troupes d'intervalle vont continuer à tenir et vont même arriver à les repousser. Ils vont à ce moment-là perdre quand même quelques jours en essayant justement de prendre justement ces forts. Même principe, ils vont essayer de bypasser Liège, donc de vraiment contourner Liège pour arriver sur Namur. Même principe, ils vont sortir donc directement au fort, qui vont continuer en fait à résister et qui vont continuer à utiliser leur artillerie. Donc c'est des forts qui consistent beaucoup en artillerie. C'est pas un fort, c'est un fort qui est aussi protégé par des armes d'infanterie, mais c'est un fort qui consiste en artillerie. Donc ils vont tirer donc sur les colonnes allemandes qui avancent ou qui se déplacent dans la région. Donc c'est vraiment un très gros problème. À partir de ce moment-là, les Allemands commencent à comprendre que en fait, ça va devenir problématique. Il va bien falloir réduire ces forts au silence, justement, qui sont situés sur leur axe d'approvisionnement et qui les ralentissent. Donc ils vont d'eux-mêmes et aussi demander à leurs amis austro-hongrois de les fournir en artillerie lourde. Les austro-hongrois et certaines unités allemandes ont développé le principe d'artillerie lourde, c'est-à-dire des obus de calibre supérieur à 300 mm. Ou même d'artillerie moyenne, 150 mm, etc., soit. Et ils vont avoir dans l'idée, c'est simple, on va les détruire, on va les faire exploser avec notre artillerie. Ça va marcher, effectivement, et donc ils vont réussir à réduire les positions de Liège et les positions de Namur. Certains forts, justement, en entendant ce qui est arrivé au fort de Liège, un fort de Liège va par exemple exploser entièrement, un obus direct au but dans la soute à munitions, enterrant d'ailleurs la plupart de son personnel, qui est toujours dans le fort actuellement, qui est devenu une tombe commune. Et donc la plupart de ces forts vont aussi autant ça, ils vont commencer à passer en reddition. À ce moment-là, on sait que ça commence à être compliqué, donc il va falloir vraiment se retirer vers la position fortifiée d'Anvers et se fortifier dans cette zone-là. Entre-temps, nos amis anglais commencent à arriver avec la British Expeditionary Force. Nos amis français commencent aussi à arriver en Belgique. Donc l'idée, c'est vraiment de les ralentir au maximum. On commence à essayer de les ralentir d'abord sur une position sur une rivière qui va s'appeler la Jette. C'est l'une des grandes victoires de l'armée belge en 14, où justement la cavalerie allemande va être quasiment détruite par l'infanterie belge. La coordination des feux de l'infanterie belge, de l'artillerie belge et de la cavalerie belge à eux tout seuls. C'est ce qu'on appelle la bataille des Zilverhelmen, donc des casques d'argent, liés justement aux casques que les Allemands portent. Après ce moment-là, on arrive donc à un peu les ralentir, on arrive à se réfugier dans Anvers, et puis on se rend compte qu'on est encerclé. Et les Allemands continuent leur chemin vers Paris. Et nous, on est dans notre fort, mais on attend, quoi. Et on se fait bombarder, bien sûr, avec des calibres extrêmement lourds. On se fait... nos troupes se font bombarder aussi par des zeppelins. Le premier bombardement zeppelin de la guerre, c'est sur Anvers.
Donc, c'est toutes des méthodes qu'on n'avait pas réellement prévues. Et on se rend compte que les Allemands continuent à avancer. Et de l'autre côté, après la bataille de la Marne, se crée justement, du côté français, se crée ce qui va s'appeler la course à la mer. C'est-à-dire les Allemands vont essayer justement de déborder le front en passant de plus en plus au nord, plus en plus au nord, plus en plus au nord, plus en plus au nord. Nous, c'est un problème. On se retrouve encerclés dans notre réduit. On sait des personnes, c'est pas le but d'aider quelqu'un, on est neutre. Mais bon, on va devoir quand même faire quelque chose. C'est pas possible de tenir là. Donc, le roi, qui est le commandant de l'armée, donc le roi qui qui commande réellement l'armée, va décider, simplement, on va quitter cette position fortifiée, on va juste laisser quelques troupes pour tenir un peu la ville, le temps de les retarder, et on va filer sur un plan de défense qui avait été un peu oublié, qui avait été pas réellement bien préparé, sur l'Isère, l'un des derniers fleuves qui suit, en fait, qui est perpendiculaire à la mer, plus ou moins, qui fait de petites boucles. Donc on va s'installer, donc l'armée belge va fuir avec tout son matériel et tout ce qu'elle a encore de munitions et de matériel, va essayer de fuir le plus rapidement possible vers l'Isère et va s'installer en position défensive à l'Isère. Là on parle justement de mi-octobre où on va commencer donc à s'installer sur la position défensive de l'Isère. À partir de ce moment-là, les armées allemandes commencent à avancer, bien sûr veulent déborder donc par le nord, donc elles vont envoyer tous leurs moyens dans cette zone. Pour vous donner un peu une idée, le secteur de l'Isère, ça ressemble à quoi? C'est un polder, donc c'est très plat. C'est en dessous du niveau de la mer. C'est maintenu à sec par un système d'écluses qui justement évite à la mer de rentrer et qui permet aux eaux excédentaires de s'évacuer. Donc c'est vraiment un système construit par l'homme. Et donc à partir de ce moment-là, sur ces zones plates, justement les Allemands vont envoyer tous leurs moyens. C'est assez facile de manœuvrer aussi. C'est sec, c'est assez facile de manœuvrer. Il y a un réseau de fossés, mais c'est pas très 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 problématique. Et donc ils vont réussir à passer l'Isère. Et là, ça commence vraiment à être un problème. Parce que la dernière zone de résistance possible est un chemin de fer, est un talus de chemin de fer, qui est bien sûr plus haut que le niveau des champs. On va avoir la chance qu'un commandant de génie et deux éclusiers de la région vont dire, mais en fait, on avait déjà fait ça avant, il y aurait moyen d'inonder la plaine de l'Isère. La plaine, ça s'inonde pas comme ça. C'est pas ouvrir les vannes la nuit et ça va rentrer, ça va aller. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a des systèmes de sécurité, bien entendu, à faire exploser. Il y a des systèmes de sécurité à détruire. Il y a des siphons à boucher. Et il y a justement ce talus de chemin de fer qui va justement falloir utiliser comme digue. Donc il va falloir bien sûr colmater les trous dans le talus. Et ça va être donc la grande décision de l'état-major belge et justement du roi des Belges, de dire tant pis, on abandonne toute idée de contre-attaque, on abandonne toute idée de manœuvre, on inonde. Et en 3 jours, la plaine va être progressivement commencer à s'inonder, progressivement, donc stoppant les offensives allemandes. Tout doucement, les Allemands vont commencer à stopper leur offensive, en fait, justement par fait du terrain, par fait des inondations. C'est pas d'un coup qu'un raz-de-marée va arriver, mais ça va être vraiment jour par jour, ils vont se rendre compte que ça devient de plus en plus humide ici. Et ça devient beaucoup plus en plus humide. Et au bout d'un moment, ils ne savent plus manœuvrer. Alors, ils vont se retirer sur les berges un peu plus hautes du polder pour justement pouvoir être au sec. Bien entendu, pourquoi prendre cette décision de ne pas manœuvrer alors que les autres armées sont très à l'offensive et sont très dans l'idée de contre-attaque et de manœuvre? C'est tout simplement parce que l'armée belge, logistiquement, elle n'existe quasiment plus. Sur les 150 000, on a perdu à peu près entre 40 et 45 000 hommes. C'est énorme, c'est un tiers. Voilà. C'est un tiers, voilà. Et la logistique, n'a pas suivi, vu toute notre logistique était basée à Anvers. On a su prendre que ce qu'on avait sur nous. Et donc, ça va donner des conditions horribles pour les soldats belges de l'époque, où ils sont équipés avec un matériel qui est déjà un peu daté. Et en plus, avec, par exemple, certaines unités n'ont par exemple pas de pantalon de rechange. Certaines personnes vont arriver pieds nus sur le front de l'Isère. On va utiliser des couvertures qu'on va récupérer aux civils à gauche à droite pour arriver à survivre le premier hiver. Et on va bien sûr compter sur nos amis français pour nous rééquiper un peu, et nos amis anglais aussi pour nous rééquiper. Mais ça va prendre un temps. Et l'état-major le sait, tout le monde le sait au niveau commandement belge. Donc on va prendre la décision justement d'inonder cette plaine et d'arriver à une sorte de statu quo où on ne sait pas nous déborder, où c'est pas possible de passer par chez nous. Il n'y a que bien sûr que 2 points où on pourrait nous déborder sur ce secteur. C'est au niveau des dunes, qui sont bien sûr situées plus haut et qui sont sèches, du niveau du secteur de Nieuwpoort, à la côte belge, et au niveau de Ypres et des monts de Flandre. Et ça, c'est un peu les zones qui sont un peu plus sensibles
et où il y a un peu plus, bien sûr, au niveau, il y aura un peu plus de combats, bien sûr. Et alors, comment évolue la situation pour la Belgique dans les années qui suivent 1914? Dans les années qui suivent 1914, mais en fait, l'armée belge va prendre le temps de se reconstruire. On a encore à peu près un petit territoire d'à peu près 20 km de large sur 30 de large, 30 de long, pardon. Et l'idée, c'est justement de ramener tout ce qu'on peut avoir comme Belges vivant à l'étranger, comme personnel voulant justement servir la Belgique, de les équiper, de les former pour se préparer à la revanche, à une possible offensive, ou du moins à défendre le dernier petit bout de terrain qui est encore la Belgique, et dont on doit garantir la neutralité. Et l'intégrité, bien entendu. Et donc, à partir de ce moment-là, donc on va plutôt passer sur une zone de combat statique, c'est-à-dire que la plaine inondée, mis à part ce fameux talus de chemin de fer et certaines digues, où on peut donc construire des réseaux de tranchées, ce sera surtout les fermes. Donc ces fermes vont devenir des sortes de petits îlots au milieu des inondations. Et au milieu de ces inondations, justement, ça va devenir des petits forts, des petites zones défendues, où ce qui va se passer, ce sera beaucoup les combats de patrouille. C'est-à-dire que les Allemands arrivent de nuit, essaient d'attaquer le poste, les Belges attaquent de nouveau, essaient de reprendre le poste, etc., 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 etc. Ça va être plutôt ce genre de choses, sur le front belge. À partir d'un moment, l'armée belge, donc à partir de 17, l'armée belge devient de plus en plus forte et un peu mieux rétablie, et donc va commencer à reprendre le secteur de ses alliés. Ses alliés sont venus les aider, donc les Français sont venus les aider au niveau du Nieuport et au niveau de ce qu'on appelle à peu près au nord de Ypres, dans une zone à peu près au nord de Ypres. Ces deux zones vont être prises par l'armée belge graduellement. Aussi, ce qui va se passer, c'est que le secteur de Ypres va être aussi un peu repris aux Anglais, et donc on va commencer graduellement jusqu'en 18 à reprendre le secteur, jusqu'à pouvoir participer à l'offensive finale. Donc, cette Belgique, elle s'est jamais rendue, et elle a jamais, elle a toujours combattu pendant la Première Guerre mondiale, quoi. On a été passif, on a été défensif. C'est-à-dire que ça n'a pas fait plaisir à tout le monde. On a refusé de participer aux offensives françaises ou aux offensives alliées. Il n'y aura aucune unité qui participera à l'offensive de la Somme, par exemple. Aucune unité qui participera aux grandes offensives de printemps. Même à la bataille de Passchendaele, qui est en Belgique, on ne participera pas. Parce que justement, on est dans le principe, on est une armée de défense et on doit rester... on doit rester... En quelque sorte, on essaie plutôt de rester neutre. C'est fou quand même parce que, je veux dire, de l'extérieur, tu te dis... les gars rentrent sur ton territoire, ils bombardent tes positions, ils t'envahissent, et toi tu te dis, non, mais nous, on se défend juste, quoi. C'est vrai que c'est étonnant, quoi. C'est la ligne officielle. C'est la ligne officielle. C'est pour ça que, par exemple, ça c'est assez intéressant. C'est plus intéressant pendant la Seconde Guerre mondiale. Le terme char d'assaut pendant la Seconde Guerre mondiale est proscrit de l'armée belge. Ah ouais. On n'a pas de char d'assaut. Carrément. Parce qu'il y a char d'assaut. C'est une arme offensive. Donc on a effectivement ces chars français en 40 qui vont servir, bien entendu, mais défensifs. On ne va pas aller défensif dans les opérations défensives pour défendre notre territoire. Mais à chaque fois, c'est bien sûr le principe, c'est en effet, et aussi on n'a pas les moyens. Clairement, de 14 à 18, de la fin 14 on va dire jusqu'en 17, on n'a clairement pas les moyens de participer. On va participer à certaines opérations de diversion très, 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 très limitées dans le secteur, et à chaque fois aidé par nos alliés. Mais on est extrêmement limité. Il y a vraiment un problème. Plus que la ligne politique officielle, il y a vraiment un problème sous-jacent au niveau logistique et au niveau humain, parce qu'on ne sait pas remplacer notre personnel. 90% de la Belgique, donc 90% des personnels humains, est en zone occupée. Aussi, ouais, c'est aussi un gros problème. Et c'est vrai que je veux dire, tenir une ligne neutre alors que tu as de facto des alliés et un ennemi, c'est vrai que c'est assez particulier. Mais alors du coup, cette position officielle de neutralité et le fait que la Belgique ne participe pas à l'offensive finale... si, on participe bien à l'offensive finale, je t'arrête. Hein. On participe bien à l'offensive finale de 18, oui. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe en 1919 quand le traité de Versailles il est signé? Vous êtes considéré comme... comment On est considéré comme des victimes, plutôt. On est du côté des vainqueurs, bien entendu, on a participé, on a libéré la moitié de notre territoire, etc. etc. Mais on n'a pas participé réellement à l'effort en dehors du front belge. Donc, on va plutôt recevoir des dommages de guerre, qui vont être assez bien sûr assez extensifs, liés aux destructions que les Allemands effectuent en Belgique. On va aussi recevoir en dédommagement une partie
réclamé en dédommagement dans les années après le traité de Versailles une partie de l'Allemagne, un petit bout d'Allemagne que l'on va récupérer, qui sont pour nous les cantons de l'Est, où on parle encore allemand actuellement. Et alors, on va aussi occuper activement la Ruhr. Quand les Allemands vont être en défaut de paiement, on va activement aller occuper la Ruhr pour pouvoir justement acheminer le matériel produit dans la Ruhr en Belgique. Mais clairement, on a plutôt une position, en fait, allez, pour ce que j'en sais, je ne suis bien sûr pas un historien spécialisé en questions politiques, mais surtout après le traité de Versailles, mais pour ce que j'en sais, on est plutôt vu en fait comme des victimes. Et c'est aussi le principe de la propagande anglaise. La propagande anglaise va montrer la Belgique comme Brave Little Belgium, donc c'est-à-dire la brave petite Belgique qui se défend contre l'horrible invasion allemande. Donc à chaque fois, on a plutôt le statut un peu plus victime. Alors, on reparlera dans la suite de l'émission de tes missions d'archéologie, etc. Mais pour revenir un peu sur ta spécialité, après la guerre en France, il y a eu la création de ce qu'on appelle des zones rouges qui étaient trop chargées en munitions, en explosifs, pour être de nouveau exploitées. En gros, les paysans, on leur disait non, niet, parce que tu retournes le sol, tu te fais péter avec, quoi. Tu nous disais que justement, il y a eu une utilisation de l'artillerie en Belgique assez énervée. Donc comment ça s'est passé après la guerre en Belgique? Comment est-ce que ces munitions restantes dans le sol, elles ont été gérées? Déjà, on a eu on a d'abord un premier problème, ce sont les munitions toxiques, les gaz. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va nettoyer. L'armée belge, elle, n'utilise, à ma connaissance, pendant la Première Guerre mondiale, pas de munitions chimiques. On ne participe pas à la guerre des gaz. Bien sûr, on se protège contre les gaz, bien entendu. Mais on est victime des gaz, mais l'armée belge a des stocks, mais elle ne va pas les utiliser. Donc, on va d'abord se charger de détruire les stocks existants et les stocks abandonnés par les armées alliées et allemandes. Pour ce faire, ces stocks vont être assemblés et tout ce qui est des munitions dangereuses vont être immergées au large des côtes belges, sur un grand banc de sable, loin des côtes belges. Après, pour ce qui est vraiment des munitions conventionnelles, et les munitions qui ont été sur le terrain, donc qui n'ont pas explosé sur le terrain. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la Première Guerre mondiale, à peu près 30% des munitions, un tiers des munitions n'explosent pas, certains types de munitions. Donc, on a énormément de munitions non explosées, de restes même de la guerre, donc des bunkers, etc. sur site. On va offrir, le problème de la Belgique, c'est qu'on est un petit territoire. C'est très difficile de faire une zone rouge en Belgique. Ou sinon, on va devoir enlever un quart de la Belgique et dire, bon ben voilà, ouais. Ça va pas aller. Donc, on se rend rapidement compte que pratiquement, c'est pas possible de faire ce genre de choses. Ce qu'on va bien sûr essayer de faire, c'est de proposer aux locaux qui reviendront donc d'exil, soit en France ou qui reviennent d'exil de l'autre côté, de pouvoir récupérer leur terrain. Ou d'autres personnes habitant en Belgique ou ailleurs, de pouvoir venir s'installer sur les zones de front à la condition de nettoyer le terrain. Gratuitement, bien entendu, ou en payant vraiment un minimum au niveau financier pour venir sur le terrain. Donc, ils vont prendre en charge eux-mêmes le déminage, assistés bien sûr par les armées alliées aussi de temps en temps. Mais c'est ce qui va se passer. Donc, il va y avoir des initiatives privées qui vont se déclarer. Donc, les propriétaires des terrains vont commencer à déminer eux-mêmes, donc rassembler les obus et attendre justement que les démineurs militaires viennent prendre leurs obus pour les détruire. Ou alors, plus systématiquement, il va se passer ce qu'on va appeler des unités de travailleurs qui vont juste aussi être chargées aussi de nettoyer certains sites et de nettoyer les zones de front. Ça, c'est directement en immédiat de l'après-guerre. Et ce seront ce qu'on appelle les labor companies, c'est des compagnies de travailleurs, donc des Chinois, qui vont être extrêmement actifs du côté de Ypres. Et aussi des compagnies de travailleurs anglaises, allemandes, soit françaises, belges, qui vont justement charger de nettoyer les terrains, de détruire les obstacles, d'enlever les armes, de récupérer armes et munitions qui seraient encore utilisables, de récupérer les voies de chemin de fer, c'est du fer. Les petites voies de chemin de fer qui amènent le matériel au front, c'est du fer, c'est intéressant, on peut le récupérer. Donc de faire de la récupération et du recyclage en fait. Donc il y a d'un côté les initiatives privées et d'un côté les initiatives coordonnées par l'armée au niveau munitions. Bien entendu, ça va durer, donc les initiatives militaires vont s'arrêter assez rapidement aux alentours milieu des années 20, début des années 20, milieu des années 20, ça va s'arrêter. Parce que justement, les puissances qui ont participé au conflit ne peuvent plus se permettre de payer des unités à faire ça ad vitam aeternam.
ne peuvent pas non plus laisser leurs gens là, ad vitam aeternam. Donc, ils vont décider justement d'arrêter cette histoire. Et à ce moment-là, c'est l'État belge qui va reprendre justement un peu le fardeau de la dépollution munitions. Mais alors, dans le sol, après la Première Guerre mondiale, il n'y a pas que des munitions. La Première Guerre mondiale, c'est énormément de morts. On en fait quoi de ces corps? Ça, c'est assez intéressant. Surtout du côté britannique, ce qui va se passer. Pour le côté français, là, j'ai pas énormément de données, mais pour le côté britannique, j'en ai quelques-unes. Donc, certaines compagnies de travailleurs vont se spécialiser dans ce qui est donc ce qu'ils vont appeler le recouvrement de leur mort, donc la body recovery. Comment est-ce que ça se passe concrètement? Concrètement, quand le front est stabilisé, c'est simple. Quelqu'un meurt, il est généralement, si on arrive à récupérer son corps, ou s'il meurt dans une ambulance ou dans un hôpital, il est enterré à l'arrière du front. Donc les cimetières là sont concentrés à l'arrière du front. Si, par malchance, ce cimetière se retrouve au milieu des deux lignes de front suite à un mouvement de ligne, le cimetière est entièrement détruit. Donc on ne retrouve plus ou peu la trace des tombes. Aussi, il y a un premier problème, au début de la guerre, on enterre les gens sur place. Quasiment où tu vas mourir, tu seras enterré. Donc ça, c'est déjà aussi un problème, bien entendu, vu que les lignes fluctuent énormément, on retrouve des petites tombes éparpillées à gauche et à droite. Et puis, il y a les gens qui meurent dans le no man's land au moment d'offensive et qui sont après détruits par les bombardements, ou leur corps est après détruit par les bombardements, etc. Donc là, ou enterrés par les bombardements. Donc là, c'est les deux tâches les plus compliquées. Les Anglais donc, vont commencer à partir de 15 à avoir une sorte de systématique au niveau des tombes, c'est-à-dire répertorier les tombes qui sont présentes et dire, bon, voilà, c'est telle personne qui est enterrée là, envoyer même faire une photo de la tombe pour pouvoir l'envoyer aux familles. Ça, c'est le travail de ce qui va devenir le Commonwealth War Graves Commission. Et ce travail va évoluer de justement uniquement répertorier les tombes à s'occuper après donc de la recovery, etc., bien par après. Alors, juste après, on a donc ces unités de travailleurs. Ce sont des anciens militaires de l'armée anglaise, payés pour et volontaires. C'est généralement, ils font savoir conviction éthique, plutôt, donc d'aller justement récupérer leurs camarades, tomber sur le champ de bataille, ou justement ils ont perdu quelqu'un, ou ils ont perdu quelqu'un qui n'a jamais été retrouvé. Donc pour eux, c'est assez important de le faire. Donc ce qui va se passer, c'est on va donc prendre la zone de front et on va quadriller cette zone de front, réellement la quadriller, physiquement aussi la quadriller, par des géomètres. Et on va systématiquement, en ligne, commencer à chercher après les cadavres, les restes humains qui seraient encore présents sur site. On essaie aussi de corroborer certains témoignages. Donc, si par exemple on sait à tel endroit il y avait probablement un petit cimetière, un petit endroit où 3 ou 4 personnes devaient être enterrées, on va justement aller vérifier, on va aller checker est-ce qu'il y a encore quelqu'un, est-ce qu'il y a encore des restes humains présents sur site, dans quel état est le cimetière. Mais la plupart des cas, ça va vraiment être un travail systématique de quadrillage pour descendre. Ça s'effectue en compagnie de 4 à 5 hommes. Et ça va être en fait un système, c'est très bête, ils vont utiliser donc une baguette de nettoyage de fusil, enfin de mitrailleuse dans ce cas-là de Vickers, et la planter dans le sol comme sonde. Et ici, ça ressort avec certaines indications visuelles ou olfactives qu'il y aurait probablement un mort dans cette zone. Ils vont commencer l'exhumation. Le cadavre est à ce moment-là est exhumé et les effets personnels vont être rassemblés. Ce qu'il faut savoir, c'est que certains effets personnels ne sont pas vus. Pour nous, on pourrait dire, on trouve quelqu'un, par exemple, ça aussi qui est assez intéressant, c'est si nous, on trouve quelqu'un par exemple, on trouve quelqu'un enterré, soldat, et il a l'insigne de son unité. Rien ne prouve que ce soit son unité, techniquement. Il peut l'avoir, on peut parfois retrouver 3-4 insignes d'unités différentes sur le même soldat. 3-4 types de boutons différents sur le même soldat. Parce qu'à l'époque, oui, on raccommode, oui, bien sûr. Voilà, on raccommode et puis on collectionne. On ramène des souvenirs à la maison aussi. Donc aussi, ça aussi, quand on rencontre une unité amie ou quand on rencontre une autre unité ou quelqu'un, on va échanger rapidement un insigne d'unité avec l'un ou avec l'autre. Donc on peut en avoir en poche. Donc ça, c'est pas simple. Donc ils vont juste se baser, ces unités de recovery vont vraiment se baser sur ce qu'ils savent, eux, de leur passif de soldat, c'est-à-dire, où est-ce que je peux trouver les infos? Est-ce qu'il y a une plaque d'identité? Si elle est encore en état? Est-ce qu'elle est encore lisible? Est-ce qu'il y a d'autres effets personnels? Un portefeuille, une bible à noter ou quoi que ce soit? Et après, bien sûr, les insignes d'unité. Quand tout ça est rassemblé, ils vont essayer justement d'avoir une identification, donc tout ça est répertorié par fiche, par cadran, etc., et est enterré à ce moment-là dans le cimetière le plus accessible.
un cimetière de concentration. C'est en fait la plupart des cimetières que l'on peut visiter actuellement, où on voit des énormes cimetières. Par exemple, je pense à Tynecott en Belgique, ou je pense à Hoogstrater, qui est un très grand cimetière aussi en Belgique, sont des cimetières de concentration. C'est-à-dire où on a commencé au moment de la guerre à mettre des corps à cet endroit-là et à enterrer les corps à cet endroit-là, mais on a continué après à étendre le cimetière avec le reste, avec tout ce qu'on a pu retrouver dans les zones aux alentours du cimetière. Donc voilà, ça c'est pour juste après la guerre. À partir de 1921, ça s'arrête. Les efforts de recherche vont être considérés suffisants, mais on va continuer régulièrement à retrouver des restes humains. Et donc ça devient extrêmement problématique. Aussi bien justement pour les familles qui ont déjà perdu quelqu'un, qui viennent en visite sur les champs de bataille et qui vont se rendre compte que juste à côté de la route, il y a un sac avec des ossements. Et ça peut être quelqu'un lié à leur famille. Donc il va y avoir un effort qui va être fait donc, justement par le Commonwealth War Grave Commission, qui en fait n'est pas réellement fait pour. C'est-à-dire en fait, le Commonwealth a le but, c'est justement l'entretien de tout ce qui est mémorial et de tout ce qui est donc les cimetières. Mais bien entendu, vu que ce sont des ex-militaires, pour la plupart, qui ont participé à la Première Guerre mondiale, et que l'argument de proximité veut que autour de 4 ou 5 fermes, il y a quasiment un cimetière aux alentours d'1 kilomètre. Si un fermier retrouve quelque chose, et s'il veut le déclarer, il va voler plus facilement chez eux. Mmh. Donc le Commonwealth va reprendre un peu cette tâche d'avancer, donc de continuer tout ce qui est recovery, etc., identification. Et ce qu'il continue à faire jusqu'à nos jours, en fait. À Bourrin, il y a donc un service spécialisé d'archéologues qui s'occupe uniquement donc, de la recovery de victimes de guerre, aussi bien Première Guerre que Seconde Guerre mondiale. En Belgique, le contexte est un peu différent. C'est l'État belge qui donc reprend tout ce qui a repris donc tout ce qui a été recovery, c'est-à-dire donc recouvrement des corps. Et donc c'est vraiment cloisonné donc maintenant par l'État belge. L'État belge qui est bien sûr divisé en 2 structures, l'État flamand et l'État wallon. Et pour l'État flamand, c'est sous supervision archéologique. Et alors, toi qui es géologue, du coup, la géologie, ça a servi à quoi pendant la Première Guerre mondiale ? Totalement autre sujet, mais ouais, assez sympa. En fait, on va arriver donc dans une guerre de tranchées, le front stabilise. On va commencer à se dire, en fait, ça ressemble un peu à la guerre de position, à la guerre de siège. Sauf que c'est un très grand fort qu'on essaie d'assiéger. On va se rappeler que du côté de Port Arthur, pendant la guerre russo-japonaise, les Japonais ont réussi à faire sauter des mines souterraines, juste en dessous des positions russes, et que c'était assez efficace. On va se rappeler aussi les Français, qui n'ont pas oublié ça depuis le maréchal de Vauban, qu'en fait, il y a moyen de faire des mines souterraines en dessous de fortifications pour les faire sauter. Et ça reste quelque chose qui est enseigné dans le manuel, bien que théorique, mais qui reste enseigné. Donc, on va commencer à se rendre compte qu'il y a un intérêt au niveau du sous-sol et que ça devient intéressant de commencer à savoir ce qu'il y a en dessous pour savoir si on peut creuser. Et si on peut creuser, dans quelles conditions, qu'est-ce qui est nécessaire pour creuser et comment justement permettre de faire des tunnels pour arriver en dessous des positions ennemies et de les faire sauter. C'est le cas de l'offensive, c'est de la mine offensive. Les Allemands ont poussé ça extrêmement loin au niveau des mines offensives jusqu'à créer ce qu'ils appellent la Kriegsgeologie, géologie de guerre, où il y aura des unités de géologues chargées justement d'étudier le front et de pouvoir dire cette zone-là, elle est bien pour creuser, cette zone-là, c'est un peu moyen, cette zone-là, il faut faire attention à l'eau, ici, vous devez aller sous telle couche, telle profondeur, et donc on va effectuer des forages, une énorme systématique à la recherche de couches favorables. Même principe chez les Anglais, mais ça va être un peu plus, pour le secteur d'Ypres, ça va être un peu plus au hasard, c'est-à-dire qu'ils vont se rendre compte, un géologue local, anglais, dans l'armée anglaise, va se rendre compte qu'en fait, si je creuse un peu, j'arrive sur les argiles. Et ces argiles, ça ressemble extrêmement aux argiles du métro de Londres. Au métro, on a creusé des tunnels. Donc pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même chose ici? Donc ils vont commencer à les recruter, les tunneliers du métro de Londres, en Angleterre, en leur disant, en fait c'est simple, vous allez être recruté dans l'armée britannique, vous avez directement un rang, vous êtes directement caporal, par exemple. Oubliez les histoires de drill, marcher au pas et tout ça, vous n'avez pas besoin. C'est pas nécessaire. Tu prends ta pelle et tu vas creuser un truc comme tu fais en Angleterre. Et donc, ces unités vont être créées donc, avec la supervision un géologue ou un ingénieur des mines qui va donc superviser ces unités de tunneliers qui ne sont pas bien sûr super bien vus par les unités régulières vu qu'ils ne suivent pas le drill, vu qu'ils travaillent en quart aussi, c'est des unités qui travaillent par shift.
Alors que les soldats, ils restent pour plusieurs jours dans les tranchées, donc pour eux, ça les ennuie un peu. Et aussi, dès que l'ennemi sait que tu es en train de creuser une mine offensive dans plus ou moins une région, il va commencer à bombarder, faire des raids de nuit, etc. Donc, c'est pas non plus très très bien vu qu'ils soient occupés dans ton secteur. Voilà. Mais ça va être le principe chez les Anglais. Chez les Français, ça existe dans le manuel, donc on va essayer. Et à chaque fois, donc, il va aussi y avoir des géologues qui vont travailler du côté français au niveau des mines offensives et donc d'étudier, par exemple, pour certaines zones, l'état des craies, est-ce que c'est possible, par exemple, de faire un tunnel pour une mine offensive sur cette zone-là. Ça va être aussi systématisé, etc. Donc, il va y avoir des manuels, il va y avoir des unités de géologues qui vont commencer aussi à étudier leur terrain de leur côté. À côté de ça, les géologues vont contribuer aussi à l'effort de guerre pour des choses un peu plus basiques. Le forage, par exemple, des puits pour l'eau potable. On a des armées où on doit pouvoir donner à boire à des dizaines de milliers d'hommes. Donc, c'est important qu'on puisse commencer à forer des puits, qu'on puisse commencer sous les zones d'étape, donc sur les zones où les unités vont s'arrêter, pour donner de l'eau potable. Et donc, il va y avoir une énorme cartographie au niveau aussi des nappes souterraines. Et le dernier aspect, c'est bien sûr de s'abriter. Ça devient énormément intéressant avec l'artillerie, justement, de pouvoir s'abriter en sous-sol et donc de pouvoir se cacher de l'artillerie. Et donc, de construire des réseaux de galeries extensifs dans le sous-sol. L'avantage en France, c'est qu'il s'agit généralement de roches calcaires. Donc, il y a des carrières existantes qu'on peut utiliser pour se cacher. En Flandre, ça n'existe pas. Donc, il va falloir créer ces réseaux dans l'argile, pomper ces réseaux, manuellement les pomper à sec, pour la plupart. Donc, réellement, ça va être d'énormes efforts d'ingénierie pour pouvoir justement construire ces réseaux de tunnels. Et à chaque fois permettre justement d'abriter des compagnies, des bataillons, des fois des régiments pour certains réseaux de tunnels dans le sous-sol. C'est pour ça que ça intéresse, hein, même cet aspect souterrain. Je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube Nota Bene pour découvrir l'épisode sur le chemin des dames. Notamment, on est sur la caverne du dragon, tout ça. Donc, on va filmer à l'intérieur, on vous explique un petit peu comment les types vivaient, comment ils attendaient les offensives, à quoi ça servait ces cavernes. Voilà, vous pouvez aller faire un petit tour là-dessus. Il y a quelques temps, on a fait un entretien avec Anthony Zurawski qui intervient sur la préservation du patrimoine et le sauvetage du patrimoine en cas de catastrophe. Et très rapidement pendant l'entretien, on a évoqué le cas de découverte archéologique pendant la Première Guerre mondiale. Donc pas a posteriori. Là, on parle de types qui, ok, on va creuser une tranchée, on va creuser un puits, et là, pouf, on fait une découverte archéologique. Est-ce que toi, t'en as entendu parler ? Oui, justement, j'ai eu l'occasion de lire justement un article qui a été publié en 1915 et qui est noté par Armand Viré, un archéologue, note de guerre, préhistoire et archéologie dans les tranchées d'Artois en 1915. Et donc, il va expliquer que, justement, pendant le creusement des tranchées, on se rend compte que, on tombe, par exemple, sur des silex taillés. On rencontre des fossés remplis de poterie, par exemple, de céramique. On se pose vraiment la question, tiens, qu'est-ce que ça fait là ? Est-ce qu'on passe, par exemple, sur des zones archéologiques qui sont assez intéressantes ? Et donc, cet archéologue va commencer, en fait, à rassembler les données qu'il peut trouver à gauche, à droite, mais plutôt dans l'idée on va faire de l'archéologie maintenant pendant le conflit, parce que la plupart, justement, des archéologues sont occupés à se battre. Mais plutôt, comme ça, quand on reconstruira le pays d'Artois, par exemple, on sera que dans cette zone-là, on a retrouvé des restes archéologiques. Et on sera que dans cette tranchée-là, ou dans cette tranchée allemande, on a retrouvé ça. Après, il y a aussi une utilisation de l'archéologie et de la paléontologie à des fins de propagande. Ça va être plutôt, on a par exemple des traces du côté allemand, où les Allemands vont donc effectuer des recherches, par exemple, pour essayer par exemple de récupérer des dinosaures, des puits de mines belges. On a les iguanodontes bernissa, qui sont des dinosaures assez intacts et assez fameux en Belgique. Et ils vont essayer eux-mêmes d'avoir leur propre iguanodon aussi en Belgique, dans les zones occupées. Même principe aussi pour par exemple, pour ce qui est de l'héritage celte et de l'héritage germanique de certaines zones. Ils vont commencer à faire des fouilles plus extensives au niveau archéologique en Alsace ou en Lorraine, pour essayer un peu justement d'argumenter la tendance locale à la tendance germanique du site. À chaque fois, bien entendu, dans l'idée, bien sûr, de pouvoir politiser ou pour utiliser ça dans une... Bien que le travail soit fait très correctement et soit fait systématiquement. Ça reste un travail scientifique.
Oui, ça nous rappelle du coup une idéologie qu'on connaît mieux sur la Seconde Guerre mondiale et ça me donne l'occasion de faire le basculement pour terminer cette partie sur le contexte de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Justement, la Seconde Guerre mondiale, comment ça se passe? C'est quoi le statut de la Belgique au début de la Seconde Guerre mondiale? Pas de grande nouveauté, neutre. Toujours neutre, ok. Neutre. L'idée, c'est ça a marché en 14, ça va marcher maintenant encore. Donc c'est le même principe, on a rénové certains forts, on en a construit de nouveaux. Et voilà, ça va à peu près se passer de la même façon. Sauf que les Allemands sont un peu mieux préparés, ont l'occasion de tester leur technique sur les forts tchèques en reprenant justement les Sudètes. Et donc, le fort le plus moderne, par exemple, de l'armée belge, considéré à l'époque comme le fleuron de modernité, tout le monde peut aller le visiter, c'était le fort d'Emenemal, du côté de Liège, qui était une position vraiment stratégique sur les hauteurs de Liège. Le fort va être pris en une journée. Ah oui, c'est pas beaucoup. Ouais. Enfin, neutralisé en une journée, pris en deux. Donc ça va pas durer très longtemps. Par une petite équipe de parachutistes, entre parenthèses. De parachutistes, d'infanterie de planeur. Mais en effet, ça va rester le même principe. Donc on va essayer de les retarder. Maintenant, il y a une position défensive qui va se créer, ce qu'on va appeler la ligne Koningscote-Wavre, qui est une ligne de défense basée sur une rivière, sur la Dyle. Même principe dans l'idée, on va les ralentir à ce niveau-là. Ça va permettre à ce moment-là aux armées alliées, à nos amis français et à nos amis anglais de venir nous aider le plus rapidement possible, justement, pour les contenir. Ça va marcher, mais justement, lié au débordement de Sedan, en fait, la fermeture de la poche de Dunkerque, ça ne va pas extrêmement... Allez, ça va tenir, mais ça va tenir que 18 jours. Après 18 jours, la poche se referme. L'armée belge n'a quasiment plus de territoire à défendre, si ce n'est le territoire de 1914-18. Et justement, lié aux pertes, le roi Léopold III, à l'époque, va décider donc de déposer les armes. Et comment va être libérée la Belgique? Parce que c'est vrai que nous en France, on parle souvent de la libération de Paris, mais la Belgique, pour le coup, on n'en parle pas beaucoup. En fait, c'est assez simple. On est sur la bonne route pour aller sur la Ruhr, sur le sillon industriel allemand, donc c'est plutôt pas mal. Et en plus, on a un énorme port, le port d'Anvers. Donc c'est super. Si on arrive à avoir un si grand port industriel aussi près des lignes, c'est super. Donc le nord de la Belgique va être libéré par les troupes anglo-canadiennes. Et les troupes polonaises, entre parenthèses aussi. Grande partie des villages ont été libérés aussi par les Polonais. Donc la côte, ce sera les Canadiens. Plus ou moins en centrale, ce sera les Polonais. Et en dessous, ce sera l'armée britannique. En dessous, la Wallonie sera libérée par l'armée américaine. Maintenant, ce qui va se passer, c'est bien sûr l'armée belge n'a pas cessé d'exister. On va quand même garder un petit noyau de combattants qui ont réussi soit à s'exfiltrer de Dunkerque, soit à s'exfiltrer d'écoles où ils étaient en France pour justement apprendre le maniement des armes et arriver en Angleterre. Et le gouvernement belge en exil va créer la brigade Piron. La brigade Piron, c'est une brigade d'infanterie avec un escadron d'automitrailleurs de reconnaissance, Et donc, cet escadron va avoir le privilège de rentrer, se battre en Normandie, avec la 6e Airborne anglaise, va libérer certaines villes, comme, si je ne me trompe pas, du côté plutôt Honfleur-Deauville, plutôt de ce côté-là. Et puis après, vont être mis en réserve pour justement la libération de Bruxelles et vont rentrer les premiers dans Bruxelles. Ce qui est assez spécial, parce que la plupart des Belges n'étaient pas au courant de la brigade Piron, n'étaient pas au courant du fait qu'il y avait une armée belge. Donc la plupart, une vieille dame va dire dans la foule, en regardant passer les automitrailleuses, va dire: tiens, regarde, ce Canadien ost-anglais-là, il ressemble vachement quand même à mon fils. Et en fait, c'est son fils. Voilà. Et après ça, l'armée belge va continuer le combat jusqu'en Allemagne, avec l'avancée des armées alliées, va se reformer aussi, une partie. Et certains escadrons, par exemple, on a aussi un escadron de Special Air Service qui va être parachuté en Hollande, en France. Mais à chaque fois, pas comme belge, mais comme canadien. Alors passons à la seconde partie de cette émission, plutôt sur du coup l'archéologie de conflit, puisque c'est le sujet de cette émission. Alors dans les Flandres, comment ça s'organise l'archéologie? Est-ce que c'est un secteur qui est public, qui est privé? Parce que ça dépend vraiment des pays. En France, on a l'INRAP, on a reçu aussi des gens qui nous parlaient de l'archéologie du Japon. Le Japon, c'est plutôt privé. Donc Belgique, qu'en est-il? Entre les deux. Pour la Flandre, en tout cas, c'est entre les deux.
En fait, je vais commencer court par le système wallon. Le système wallon est assez simple. C'est un système étatique. Donc, c'est comme l'INRAP en France. Ils peuvent demander des partenaires privés, pas de problème, ils peuvent aussi le faire. Mais c'est un système étatique. Il y a la WAP, l'Agence wallonne du patrimoine, qui s'occupe donc de coordonner tout ce qui est fouilles archéologiques et d'effectuer les fouilles archéologiques avec l'aide de parties privées. Pour nous, c'est un autre système en Flandre. C'est-à-dire qu'on a donc un organe de contrôle et de supervision, qui est l'Agence flamande du patrimoine, en gros Interfoot, qui est chargé en fait plutôt du contrôle et de la validation des procédures. Et en dessous, il y a plusieurs sociétés privées qui effectuent elles-mêmes les excavations, les fouilles archéologiques, etc. C'est un processus qui est obligatoire par la loi. Pour certaines surfaces, dans certaines zones, il est nécessaire de d'abord faire une étude bibliographique, puis de faire une prospection, et le cas échéant, vraiment si les résultats sont intéressants, d'effectuer une fouille archéologique. Tout ça, bien sûr, subsidié par l'État, ça c'est clair, mais disons que le côté pratique du terrain est effectué par l'archéologie, par des sociétés archéologiques privées dont je fais partie. Et alors, c'est des fouilles de commande, entre guillemets, ou il y a une fouille préventive systématique comme en France? En fait, c'est forcé pour certaines donc, surfaces et certaines zones, donc c'est forcé, c'est obligé par la loi, c'est légal. Mais on parle bien sûr en effet il y a deux procédures, qui est sous questionnement scientifique, c'est-à-dire je vais rien spécialement faire sur mon terrain, mais ça m'intéresse de savoir ce qu'il y a. C'est un peu, ça existe, c'est marginal, mais ça existe. C'est vraiment sous base volontaire. Et là, on parle vraiment de prospection. Maintenant, nous, ce que l'on fait plutôt, c'est l'archéologie de sauvetage, c'est-à-dire que dans ce cas-là, il va y avoir, généralement, si la procédure est entamée, c'est qu'on a prévu, par exemple, de construire quelque chose sur le site qui va avoir un certain impact sur le sous-sol et donc sur les données archéologiques qui pourraient être présentes. T'as quelques exemples de tes missions, justement, de cas où tu as pu intervenir? On a eu à Ypres, dans le secteur de Ypres par exemple, on a eu 2 sites dans le cas par exemple d'un fermier qui allait construire une grange, enfin un hangar, sur l'ancienne ligne de front allemande par exemple. Même principe pour une surface récréative qui allait s'étendre sur une ligne de front aussi au sud de Ypres. Là aussi, ça a été de l'archéologie de sauvetage. Et alors, à ce moment-là, aussi décider, quel est le potentiel aussi du terrain. C'était surtout ça, dans ce cas-là, plutôt savoir le potentiel. Pour ce qui était plutôt du hangar, là, c'était déjà prévu. Donc, il y a eu vraiment d'abord une prospection pour estimer le potentiel et les surfaces, et après, directement une excavation. En sachant que tout ce que l'on a découvert a été détruit en structure. Ouais. Voilà. En France, il y a beaucoup de débats autour de l'utilisation de détecteurs de métaux en contexte archéologique. On a fait une vidéo là-dessus sur la législation française et je m'attendais pas à ce que ça soit aussi virulent, quoi. Il y a vraiment les débats sont très 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 chauds. Comment ça se passe à ce niveau en Belgique? Les citoyens belges peuvent faire une demande, les citoyens flamands peuvent faire une demande auprès justement de l'agence flamande du patrimoine pour avoir une sorte d'autorisation, qui est une sorte de petite carte où il est répertorié, il a un numéro et il a le devoir de répertorier ce qu'il trouve et de le signifier à l'agence du patrimoine. Bien entendu, avec l'autorisation du propriétaire du terrain. Ça, c'est le système légal. Après, en pratique, c'est à peu près le même principe par exemple, pour la Wallonie, ce n'est pas autorisé. Il n'y a aucune autorisation. On peut donc se promener sur un site et avec l'autorisation du fermier, ramasser ce qu'on trouve sur la surface. Donc, pas commencer, par exemple, à détecter la crue. Bien entendu, entre légal, le pratique et le contrôle, c'est beaucoup plus compliqué. Ça arrive de temps en temps, par exemple, sur nos sites où on est occupé en plein milieu de faire une prospection. Donc, c'est-à-dire que ce sont des tranchées, de longues tranchées, qui nous permettent justement d'évaluer, qui couvrent 10% du terrain, et qui nous permettent justement d'évaluer l'état du terrain et le potentiel archéologique du terrain, de voir un petit monsieur s'arrêter, sortir son détecteur de métaux et commencer à détecter dans notre tranchée. Ça arrive. Ce n'est pas autorisé dans ce cas-là, vu qu'il y a déjà une procédure archéologique en cours. Mais ils sont toujours les bienvenus pour travailler avec nous, de concert, etc., et nous aider dans les normes flamandes, il n'y a pas de problème. Hein. Mais
c'est sujet à autorisation et c'est sujet à décret. Voilà, ça c'est le contexte légal. Oui, il y a plusieurs approches. C'est vrai que du côté wallon ou français, on est très strict là-dessus. Là où, par exemple, chez les Britanniques, ils sont beaucoup plus souples sur ces règles-là. En effet, c'est le principe. Donc il peut pas y avoir vraiment d'initiative de particulier, quoi. Il faut vraiment faire appel à des sociétés. Il faut en fait avoir quelqu'un qui a un agrément donné par le gouvernement justement flamand, donc qui est répertorié aussi. Donc il faut aller vraiment chez une société qui est agréée pour pouvoir le faire. Alors quand on fait appel à toi pour un chantier, en gros comment ça se passe? C'est quoi les grandes étapes? Alors la première étape, c'est d'abord d'étudier les sources bibliographiques et cartographiques pour le terrain. Donc est-ce qu'on a quelque chose? On a la chance en Belgique, on a été, vu qu'on était aussi un champ de bataille, on a été assez bien cartographié à partir de la fin du 18e, on est assez bien cartographié. Donc, on arrive déjà à savoir à partir de cette période-là, est-ce qu'on a un potentiel. Bien entendu, pour ce qui est archéologie de conflit, c'est assez simple. On a donc des cartes, on a de la photographie aérienne, on a tout ce qu'il faut au niveau conflit pour les études bibliographiques. Pour les périodes les plus anciennes, c'est assez compliqué parce qu'on n'a pas réellement de témoignages, si ce n'est pour certaines zones d'intérêt, des témoignages iconographiques qui peuvent de temps en temps ressortir, mais rarement aussi. Allez, ce n'est pas dans le but, c'est plutôt illustratif, c'est moins dans le but d'avoir une idée exacte. Après cette étude bibliographique, on arrive à la conclusion, est-ce qu'il y a potentiel ou non? S'il y a potentiel, il faut d'abord savoir si le sol est préservé. Est-ce qu'on n'a pas excavé le sol, ou est-ce qu'on n'a pas retourné le sol, par exemple, sur 3 mètres de profondeur? C'est important de savoir pour la préservation des matériels archéologiques. Donc là, on va faire appel justement au géologue, et on va dire, mon géologue, tu vas commencer à forer, et tu vas nous dire l'état du sol, si le sol est bien préservé. Troisième étape, c'est ce qu'on appelle les tranchées de reconnaissance. C'est-à-dire, on fait de longues tranchées, on couvre 10% du terrain, ce qui nous permet justement de voir à ce moment-là les traces archéologiques imprimées dans le sol, et de dire, voilà, est-ce qu'on a des zones où on a des concentrations, est-ce qu'on a des zones, par exemple, qui sont intéressantes, où on a, par exemple, des traces qui ressortent assez bien, ou qui ont un certain potentiel archéologique, une certaine valeur archéologique. Et le cas échéant, si on a certaines zones, on peut délimiter certaines zones et on peut à ce moment-là les excaver. Donc c'est à peu près ça l'idée, c'est à peu près ça le processus. Après excavation, tout ce qui est, si c'est des trouvailles archéologiques, si ce sont des artefacts archéologiques à haute valeur archéologique, ils peuvent être repris par l'Agence du patrimoine flamande qui peut à ce moment-là les exposer ou les prêter, etc. S'il s'agit d'autres artefacts plus généraux, on dira à ce moment-là, soit le propriétaire en est responsable, donc le propriétaire peut garder ces artefacts et doit les laisser à disposition de l'État flamand s'il les demande, ou alors l'État flamand peut proposer au propriétaire justement de récupérer tout le lot et de le stocker dans une de ces zones, dans un de ces dépôts. Voilà. C'est plutôt ça l'idée de A jusqu'à Z. C'est quoi les effectifs des équipes qui travaillent sur ces sites? Généralement, on compte, pour la prospection, on compte 1 à 2 personnes. Et pour ce qui est de l'excavation en elle-même, on compte 3 à 4 personnes généralement. Faut savoir que la plupart de l'excavation se fait pour ce qui est du décaissage du début du terrain, donc de la couche superficielle du terrain où il n'y a pas de données archéologiques présente, se fait à la grue, se fait machinalement, justement pour gagner du temps et pour justement d'aller un peu plus rapidement. Après, le reste, bien sûr, on a développé une méthode pour pouvoir le faire le plus rapidement possible et au moindre coût. Mais c'est un vrai travail d'équipe, quoi. Oui, c'est vraiment un travail d'équipe. Chacun a un peu sa spécialité. Dans mon cas, moi, par exemple, vu que je ne suis pas archéologue diplômé académique, je m'occupe de l'assistant. Donc, je m'occupe vraiment par exemple, gérer tout ce qui est mesures sur le terrain, donc mesures GPS, photographie aérienne via drone. Couper, c'est-à-dire faire des petites coupes dans les traces, dans les traces archéologiques, ce qu'on appelle archéologie sport. Je ne sais pas comment vous appelez ça en français. Mais donc ça, les couper, pouvoir les indiquer, pouvoir réellement savoir qu'est-ce qu'on a, quel potentiel. Donc c'est plutôt le travail manuel de l'assistant, alors que le chef de chantier, lui, a plus le travail de supervision, mais participe aussi au travail. Et alors, vu que tu es davantage géologue qu'archéologue, du coup, qu'est-ce que la géologie va pouvoir venir apporter à l'archéologie? Comment est-ce qu'elle complète ce travail? L'idée, c'est assez simple. Les géologues, on est formés dans un contexte naturel. Dès qu'il va y avoir quelque chose qui va commencer à changer du contexte naturel, on va rapidement pouvoir l'identifier.
c'est-à-dire par exemple une trace dans le sol qui est un peu bizarre, on va dire, wow, ici il y a probablement quelque chose. Même principe pour la stratification. On va commencer à regarder la stratification du site et on va dire, ah bah tiens, regarde ce niveau-là, ce niveau-là, ce niveau-là. Et ces niveaux-là, ils n'ont pas l'air très naturels. Regarde un peu dans ces niveaux-là et ces niveaux-là. C'est ce qu'on va indiquer par exemple à l'archéologue, ce que le géologue va indiquer à l'archéologue. Ce genre de choses. Ça peut tout aussi bien aller dans souvent un travail un peu plus spécialisé. L'archéologue trouve des pierres naturelles et va demander au géologue, ben, tiens, dis-moi ce que c'est, d'où ça vient et à quoi ça peut servir. Même principe aussi pour certaines couches qui ne peuvent pas être étudiées macroscopiquement. On va se dire, ouais, il y a quand même quelque chose d'humain là-dedans, mais je ne suis pas très sûr et je n'arrive pas à trouver les traces à l'œil nu. On peut demander au géologue, qui à ce moment-là devient micromorphologue, d'analyser les lames minces et de dire, donc on va prendre du sol qu'on va solidifier, on va faire une lame mince et de dire, ben voilà, qu'est-ce que j'arrive à voir comme micro-traces dedans et aider à définir un type de sol, un type d'occupation, un type d'activité sur le site. Alors, depuis qu'on a commencé cette partie plus archéologie, en fait, on parle d'archéologie, mais d'archéologie, un autre archéologue pourrait nous parler de la même archéologie. Toi, tu es spécialisé en archéologie de conflit. Donc, concrètement, c'est quoi, en fait? Qu'est-ce qui la différencie de... C'est assez simple. Depuis que l'homme a commencé à s'entretuer, depuis qu'on commence à se battre pour s'entretuer, il y a un conflit qui naît. Donc, je suppose depuis là. On n'a pas encore... les traces, je crois, en niveau archéologie de préhistoire n'ont pas encore été réellement trouvées de conflit, mais on peut supposer que deux amis se battant pour un mammouth, pour le meilleur morceau d'un mammouth, sont probablement rentrés en conflit entre eux, que certaines tribus rentrent en conflit entre elles. Donc, c'est à partir de ce moment-là, j'ai certaines personnes qui, par exemple, étudient l'archéologie de conflit dans les Falklands, donc les Malouines. Donc, ça peut aller jusque dans les années 80, voilà. Donc, c'est très, 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 très large. Et chaque archéologue de conflit va bien sûr choisir un peu sa niche, où il est le plus à l'aise, et son secteur géographique dans lequel il est le plus à l'aise. On va avoir certains qui vont être uniquement spécialisés, par exemple, sur tout ce qui est la période Empire. On va avoir d'autres personnes qui vont être spécialisées sur tout ce qui est, par exemple, âge du bronze, sur tout ce qui est plutôt... Oui, ça peut être extrêmement large. Moi, j'ai choisi plutôt de me spécialiser justement dû au fait de mon background extra-académique dans l'archéologie de conflit de la Première Guerre mondiale et de la Seconde Guerre mondiale, bien entendu. Mais ça dépend vraiment de l'intérêt et à peu près de la spécialisation. Mais du coup, ça veut dire que cette archéologie de conflit, en fait, on l'a définit comme ça parce qu'on se concentre sur des zones de conflit, ouais, sur des champs de bataille, plus que, par exemple, sur des centres-villes. C'est ça, mais on peut se concentrer, par exemple, sur des centres-villes. Hein. Oui, parce qu'il y a aussi des batailles, en fait. Voilà. Ouais. Le siège d'une ville, on a eu, par exemple, le siège de Courtrai, qui est une ville où j'ai eu l'occasion d'aller faire une excavation. On a, par exemple, retrouvé un boulet de pierre. Présent sur site, qui était probablement un des passifs d'un des sièges de Courtrai. Donc voilà, ça peut être tout aussi bien en ville, ça peut être tout aussi bien aussi sur les fortifications et sur les structures, ou ça peut être très bien, par exemple, sur les zones de campement. Et certains archéologues vont spécialiser sur les zones de campement, par exemple de la guerre de 30 ans, où ils vont aller justement regarder uniquement les fossés, les constructions qui ont été faites pour ces campements. Mais du coup, de facto, des archéologues pas spécialisés en archéologie de conflit qui fouillent un morceau de ville et qui tombent sur des traces de conflit font de l'archéologie de conflit. Voilà. Okay. Voilà, plus ou moins, oui, c'est ça, plus ou moins. Ils tombent par hasard sur un rempart bourguignon dans une ville flamande, oui, ils ont fait de l'archéologie de conflit. Ils ont étudié une structure qui est liée à un usage militaire ou lors d'un conflit. C'est de l'archéologie de conflit. Et du coup, alors c'est une discipline quand même bien distincte de l'archéologie traditionnelle, on va dire. C'est une discipline distincte, en effet, où il y a des publications, où il y a des groupes d'études. C'est distinct. C'est distinct, parce qu'il y a une certaine typologie aussi à développer, surtout pour ce qui est de l'archéologie, par exemple, des périodes un peu plus récentes, par exemple, Première Guerre et Seconde Guerre mondiale, où là, on est dans des structures qui sont un peu plus particulières, on va l'avouer, que l'archéologie normale, ou l'archéologie médiévale. En effet, c'est assez spécialisé. Et ça a été créé quand? Pour la Belgique, au début des années 2000, début des années 2000, il y a eu des groupes amateurs qui ont commencé à se créer, surtout pour la Première Guerre mondiale, hein, je parle. C'est le sujet dans lequel je peux parler. Pour les autres groupes, je ne sais pas. Je suppose que ça devait, pour les autres groupes, pour les autres périodes, ça doit être bien avant. Mais pour ce qui nous concerne, l'archéologie de conflit de
des 2 guerres mondiales. Ça a commencé par des groupes d'enthousiastes, des groupes d'hobbyistes, d'archéologues amateurs qui ont décidé de commencer leurs excavations sur des zones qui à l'époque n'étaient pas considérées comme à valeur archéologique. Ça a commencé en France, il y a eu des groupes amateurs qui ont commencé par exemple à excaver certaines tranchées, donc on peut voir reconstituer aussi, on peut voir le mode de vie des personnes qui étaient à l'époque sur le site. Et après, ça s'est formalisé. Justement, suite au décret législatif en Flandre, qui est arrivé dans les années 2000 aussi, ça commence à se formaliser. Donc, il y a eu vraiment une formalisation de l'archéologie de conflit pour ce qui est de l'archéologie de conflit moderne, Première guerre et Seconde guerre mondiale. Après, c'est ta spécialité, mais j'imagine que tu fais aussi des chantiers de fouilles classiques. Ça m'arrive, oui, on a fait. Par exemple, à Courtrai, la fameuse ville de la bataille des Éperons d'Or. Et oui, incroyable bataille à la chevalerie française qui s'est fait défoncer littéralement par les Belges qui étaient sur place. Vous pouvez d'ailleurs retrouver cette bataille dans mon premier bouquin, Les pires batailles de l'histoire. Je vous détaille tout et c'est croustillant. Voilà. Alors plus concrètement, donc quand on trouve un site Première, Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver dessus? Alors, pour la Première Guerre mondiale, donc on va voir tout ce qui est les structures de fortification statique, de fortification de campagne. Ça va donc du trou d'homme jusqu'à la tranchée, jusqu'aux infrastructures nécessaires aux tranchées, les abris, les bunkers, les latrines, quand bien même tout ce qui est nécessaire à la vie dans les tranchées, tout ce qui est nécessaire à la vie dans ces structures. Ça peut aussi sur les campements dans les zones de l'arrière, où on a donc les structures des tentes, par exemple s'il y avait des tentes semi-enterrées, ou s'il y avait par exemple les fours, des fours à pain, des restes justement des restes des fosses pour les déchets. Tout ça peut être aussi intéressant dans le cadre de l'archéologie de conflit. Il fait partie des structures qui sont étudiées. Ce sont les structures. Après, il y a tout ce qui est artefact. Et alors à ce moment-là, il y a une distinction entre ce qui est l'artefact purement militaire, l'équipement, et les choses plus personnelles, l'art de trancher, par exemple, ou les effets personnels. Il y a aussi, par exemple, le régime alimentaire, les restes de consommation, qui peuvent être retrouvés aussi sur certains sites, qui nous indiquent aussi, qui sont aussi intéressants dans le cadre de l'archéologie de conflit. Pour ce qui est de la Seconde Guerre mondiale, bien sûr, on va étudier aussi les phases qui sont un peu plus statiques, où les troupes sont restées plusieurs jours sur certains sites. On peut aussi étudier l'archéologie, par exemple, ce qu'on appelle l'archéologie de l'aviation, qui peut par exemple étudier les crashs d'avions. Je savais même pas qu'il y avait une archéologie de l'aviation, c'est incroyable. Ça existe, c'est un phénomène assez récent. C'est un phénomène assez récent aussi, mais ça existe. Et donc, il y a une société, pour l'instant, une société qui est occupée, effectivement, avec tout ce qui est justement les crashs d'avions, et spécifiquement les crashs d'avions liés au conflit. Donc voilà, ça peut aller partout. Ça peut aller même l'impact, par exemple, d'une roquette V1, d'une fusée V1, du bombe volante V1, ou d'une fusée V2. Ça peut être ça aussi. Donc ça va donc l'équipement militaire, l'équipement personnel, l'alimentation et les structures. Et alors, ça pourrait paraître contre-intuitif, mais du coup, il est plus fréquent de retrouver des vestiges de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale? Parce que la Première, on avait des structures, c'était un peu plus... Voilà, et la Seconde Guerre mondiale, c'est plus proche de nous, mais en même temps, il n'y avait pas ce côté... on installe des positions de façon très durable, quoi. Voilà, c'est ça, c'est des positions beaucoup moins durables. Bien entendu, c'est une guerre de mouvement aussi, la Seconde Guerre mondiale. On s'arrête quelques jours à certains endroits, à certains nœuds de résistance. Mais ça n'empêche pas qu'on peut retrouver, par exemple, des restes archéologiques qui peuvent être intéressants, par exemple dans le cas des trous d'hommes. Je pense, on a par exemple, en Belgique, on a le siège de la ville de Bastogne, représenté par la série, je crois, Band of Brothers, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Où là, on se rend compte que ils sont quand même restés quelques semaines dans leur trou d'hommes. Donc, on a probablement des aménagements liés à ces trous d'hommes. On a probablement un mode de vie. Par exemple, une ceinture de déchets qui va se créer autour du trou d'homme. On va avoir des postes qui vont s'enterrer, probablement aussi pour se protéger. On a l'arrêt, pour nous en Belgique, avant cette période, on a par exemple l'arrêt à la ligne, l'arrêt des troupes alliées pendant l'hiver aussi, où ils vont commencer aussi à s'enterrer. On a certaines grandes batailles. On a certaines villes qui ont été assez bien défendues par l'armée allemande, pour qu'elles soient passées assez rapidement
par la Belgique, ou qu'elles soient revenues aussi assez rapidement par la Belgique. Dans certaines zones aussi, ils sont restés plusieurs jours. Ou à ce moment-là, on peut retrouver, mais là, on parle plutôt en effet de trous d'hommes, moins de structures assez grandes. Mais aussi, et ce qui est aussi assez intéressant, c'est que on a par exemple tout ce qui est le mur de l'Atlantique. C'est une structure liée à la Seconde Guerre mondiale, et c'est une structure archéologique assez intéressante. Ouais. On a toutes ces structures défensives, les structures de défense aérienne, les tranchées pour protéger justement le personnel civil ou le personnel militaire, les aérodromes de la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est aussi une structure qui est assez constante. Et justement, l'archéologie peut à ce moment-là apporter en effet tous ces petits détails qui ne sont pas forcément notifiés dans les rapports, ils ne sont pas forcément notifiés dans les témoignages. Alors juste pour faire une toute petite parenthèse sur Bastogne. Alors déjà dans le chat il y a Armel, merci, qui te dit c'est l'épisode 6 de Band of Brothers. Voilà. Ensuite, si vous allez en Belgique visiter le site de Bastogne et cette magnifique forêt, eh bien sachez qu'il existe un dispositif là-bas de visite guidée un petit peu en réalité augmentée. Et c'est moi-même qui vous présente un petit peu là-bas le conflit. J'ai bossé avec une boîte pour ce dispositif, et donc dans le bois de Bastogne, je vous fais la visite. Il y a tout un truc super cool avec de la reconstitution des soldats qui jouent justement ces Américains qui sont restés dans ce bois. Et il y a toute une thématique assez intéressante au bois de Bastogne qui est il y a des tonnes de cartes d'Américains qui viennent pour visiter le truc. Et ce qui est rigolo, c'est que ces trous d'hommes qu'on appelle aussi des foxholes, eh bien, avec le temps, ça se rebouche. Et du coup, régulièrement, en fait, les Américains qui viennent ont besoin de voir qu'il y a des trous, quoi. Donc, ces trous, en fait, ils sont régulièrement, il y a des petits coups de pelle qui sont mis, quoi, pour que, regardez, ils étaient là, les foxholes. Alors qu'en fait, depuis longtemps, ils ont un peu disparu, quoi. C'est compliqué l'entretien de ces foxholes, notamment pour la mémoire de ceux qui viennent se recueillir sur ce champ de bataille. En effet, c'est des structures qui vont aussi disparaître avec le temps. Hein. C'est des structures qui ne sont pas forcément préservées. On a le même problème, par exemple, en Flandre pour la Première Guerre mondiale. C'est aussi des structures c'était des obstacles. C'était pas quelque chose d'intéressant pour le fermier qui va réutiliser son champ. Donc, elles ont été extrêmement rapidement rebouchées ou nivelées. Donc ça, c'est aussi la préservation de cette trace archéologique est aussi à l'avenant. C'est vraiment, ça dépend un peu du site. On a certaines zones qui n'ont par exemple jamais été touchées. Je recommande aux auditeurs, si jamais ils veulent aller vraiment avoir un site avec des cratères de mines souterraines encore intacts en Belgique, d'aller du côté de Ypres, ce qu'on appelle Railway Wood, où là, il y a vraiment encore les cratères originels de certaines mines souterraines. Donc, certaines zones ont pu être préservées parce qu'elles avaient peu ou pas d'intérêt, en fait, industriel ou agricole. Quand tu interviens sur un site lié à une des guerres mondiales, on en a parlé tout au long de cet entretien, tu peux être confronté à des munitions qui sont encore intactes, et il y en a beaucoup. Quand tu creuses et que tu tombes sur une munition, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Alors, déjà, Tu paniques pas déjà? Voilà. Déjà, il y a une étude qui sera faite à l'avance. Par ce qu'on appelle par un démineur, qui est aussi une société privée, qui est aussi agréée, et qui va donc nous dire, voilà, ça c'est le potentiel historique sur ton terrain, c'est ce que tu peux t'attendre, et il va proposer plusieurs séries de mesures. Ces séries de mesures, ça peut aller par exemple d'un scan, par prospection géophysique, d'une détection sur le site, pour déjà indiquer les zones sensibles, baliser les zones sensibles. Et alors, à ce moment-là, ça nous permet, nous, au moment de l'excavation, justement, d'être prudent au niveau de ces zones et d'être aussi sous supervision du démineur, ou que le démineur prenne lui-même l'initiative d'excaver donc les munitions. En tout cas, quoi qu'il arrive, nous, les munitions, on n'y touche pas. Principe de sécurité, d'abord, on ne sait pas réellement ce que c'est. Allez, avec l'expérience, bien sûr, il y a moyen de savoir quel type de calibre, etc., quel type de nationalité. Mais déjà, de un, comme ça, quand ça sort du sol, on ne touche pas, on ne sait pas ce que c'est. De deux, on ne peut pas savoir. L'armée belge n'a pas utilisé de munitions toxiques, mais toutes les autres armées en ont utilisé en Belgique. Donc on ne peut pas savoir s'il s'agit peut-être d'une munition toxique qui est peut-être déjà fragile. Oui, on ne sait pas non plus si l'obus est encore armé ou pas. Et si le défaut de l'obus ne peut pas être même réveillé même après 100 ans. Et puis il y a tout ce qui est les substances chimiques liées à l'obus, liées à la munition. Par exemple, la
picrine, qui est utilisé dans certaines munitions, forme de l'acide picrite, forme de la picrite, pardon, l'acide picrite, forme de la picrine qui forme de l'acide picrite. Et cette picrite, ces cristaux qui sont jaunes, peuvent par exemple irriter et causer des brûlures chimiques. Donc, autant que faire se peut, on évite les contacts et on laisse ça donc à des sociétés de déminage. Par exemple, j'ai travaillé sur un site récemment avec des démineurs qui sont généralement des ex-militaires aussi, spécialisés dans ce type de munitions, ou que du moins suivi une formation dans ce type de munitions. Donc voilà, ça à chaque fois, ça. Même principe pour ce qui est des grenades, par exemple. Certaines grenades peuvent être extrêmement dangereuses, comme totalement inoffensives. C'est pas notre but d'aller savoir si elles sont dangereuses ou inoffensives. On laisse ça aux démineurs. Voilà, c'est toujours mieux. Et alors, de façon plus générale, si quelqu'un tombe sur une munition, qu'est-ce qu'il doit faire? Ne pas y toucher. Notifier à la gendarmerie ou à la police. Si possible, indiquer une localisation, donc dire voilà, c'est le croisement de telle route, ou marquer au niveau de la parcelle, justement par un petit drapeau, par une petite croix, où ça pourrait être. Pas auprès de la munition, mais bien sûr au niveau de la route, comme ça ils savent, voilà, c'est plus ou moins dans cette direction, 100 mètres où on doit aller, ça c'est mieux. Donc le notifier, ne pas y toucher et le notifier au service de sécurité, donc la police ou je crois que chez vous c'est la protection civile par exemple aussi qui s'en occupe. Quoi qu'il arrive, le notifier. C'est toujours mieux. Et ne pas essayer bien sûr d'y toucher, ne pas essayer de le déplacer. Oui, même si vous avez un doute sur la nature de l'objet, ne prenez pas le risque, hein, vraiment. Vaut mieux les appeler pour rien que de se faire péter, quoi. Voilà. Parce que généralement, la première erreur, c'est la dernière. Oui, clairement. T'as une idée du volume que ça représente un petit peu par jour, par an, de munitions qui sont déterrées? Je peux te dire, par exemple, par jour et par an, je n'ai pas là ces statistiques. Chez nous, c'est les démineurs donc belges qui s'en occupent, et là, je n'ai pas leurs statistiques. Mais je peux par exemple te dire que sur un site, en une journée, il y a la semaine passée, sur un site, en une journée, on a à peu près ressorti une vingtaine de munitions. Ah waouh, c'est beaucoup. Et on n'a fait que 10% du terrain. Ah la vache, ouais. Voilà. Donc ça peut te donner une idée. Mais on en retrouve tous les jours. Les fermiers en rencontrent tous les jours. Et c'est ça un peu le problème, c'est ce que les Anglais appellent the iron harvest, la récolte de fer. Pour les zones de conflit, c'est un peu tous les jours en fait. Tous les jours, on peut retrouver quelque chose. Tous les jours, on peut tomber sur une munition non explosée, parce que la qualité de ces munitions, au moment de leur production, n'était pas aussi égale, n'était pas aussi la même chose. C'était parfois des usines qui avaient été construites ou transformées pour fabriquer ce type de munitions. Donc, ils n'étaient pas non plus... Et globalement, de toute façon, dans les régions du Nord, j'étais beaucoup filmé là-bas pour couvrir ce conflit de la Première Guerre mondiale, et les sols, enfin, on en a pour très très longtemps encore à dépolluer les sols et à virer tout ça. Hein. Il y a une somme tellement astronomique de munitions qui ont été balancées pendant ces périodes-là. Ouais. C'est quand même très 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 impressionnant. Et d'ailleurs, enfin même dans d'autres lieux, je le vois, moi j'habite à Tours. En France, et on a eu, il n'y a pas très longtemps encore, des évacuations de quartiers pour des minages, parce qu'il y avait des gros obus qui étaient là et qui avaient été découverts lors d'une construction, quoi. Donc en plein centre-ville, quoi. Surtout ces positions d'arrêt qui sont un peu donc la Loire, par exemple, ouais. La vallée de la Loire qui était une position d'arrêt, par exemple, en 40. C'est possible, hein. On en voit par exemple, je crois, sur un des châteaux de la Loire, je crois, est marqué justement par les impacts des combats justement de 40. Mais je sais pas c'est lequel, tiens. Oui, je crois que je l'ai visité il n'y a pas justement très 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 longtemps en plus, mais hélas, le nom ne me revient plus. Oui, en effet, c'est toutes des positions d'arrêt où il peut y avoir des dépôts. C'est ça le problème aussi de la Seconde Guerre mondiale, guerre de mouvement. Donc on peut avoir un éparpillement des munitions qui est énorme. Hein. Alors, on a déjà parlé un petit peu de la question des corps tout à l'heure, mais concrètement, toi, si tu fouilles un site et que tu trouves le corps d'une victime, voilà, comment ça se passe? Donc, quand on rencontre une victime, déjà, la première chose, c'est qu'on rencontre des restes humains. C'est la première chose qu'on remarque. Déjà, on va voir reste animal ou reste humain. Reste humain. On va appeler la police pour faire une constatation. Parce qu'on ne sait pas encore s'il s'agit justement de quelque chose lié à la guerre ou peut-être quelqu'un qui a été enterré assez récemment. Après, en tant qu'archéologue, et l'anthropologue, qui généralement est aussi appelé en renfort, c'est-à-dire quelqu'un qui est spécialisé justement dans ce qui est le recouvrement de corps et de squelettes,
on va pouvoir déjà dire, bon, ben voilà, il y a de l'équipement, par exemple, sur lui, dans le cas d'une victime de la guerre, on va par exemple se rendre compte, ben, il a quand même des restes d'équipement britanniques sur lui, des restes d'équipement allemands sur lui, qui restent. OK. Si on sait ça, on peut alors à ce moment-là dire qu'il s'agit probablement d'une victime de la guerre et ça va être consigné d'une victime de guerre, donc ça va être consigné comme étant une victime de guerre. Okay. On va à ce moment-là essayer de libérer les terres autour de la victime pour avoir une sorte de ce qu'on appelle le contexte taphonomique, c'est-à-dire comment la victime a été enterrée ou comment elle est tombée ou comment elle a été préservée, justement. Donc, c'est soit où elle a été enterrée, où elle est tombée, où elle a été préservée. En ayant ce contexte taphonomique, on va aussi bien sûr libérer ses restes d'équipement, son matériel, ses os, etc. Dès qu'on a réussi à la libérer, on va enregistrer par photogrammétrie, c'est-à-dire par photo géoréférencée, et par GPS aussi, et par photo 3D, la victime. Pour vraiment avoir une idée in situ comment elle était. On va à ce moment-là récupérer le matériel qui est autour d'elle et le consigner selon sa position géographique, et le répertorier selon sa position géographique dans le contexte. Puis quand on a fait ça, on va s'occuper de ce qui est des restes humains. Pour ce qui est des restes humains, il y a plusieurs écoles différentes, mais généralement on essaie de regrouper membre gauche, membre droit, à part, donc les bras, les jambes, etc. à part, la tête à part, la cage thoracique, soit d'un bloc, soit on essaie aussi de la séparer gauche-droite, justement pour avoir les idées au niveau de son état. Tout ça permet la reconstitution après par l'anthropologue au laboratoire de la victime pour étude. La victime est à ce moment-là, s'il s'agit d'une victime, elle est évacuée quasiment le jour même et envoyée au labo. Au labo, il y a ce qu'on appelle l'étude anthropologique, où on va donc déterminer l'âge, le sexe, les maladies osseuses qui pourraient encore être présentes, etc. Et nous, les archéologues, donc de mon côté, moi, en tant qu'assistant, je vais m'occuper de regarder tout ce qui est artefact. Et de dire, ah ben voilà, il a par exemple 2 boîtes de tabac, il a 2 pipes avec lui, il a un rasoir marqué Made in Wales, il a des munitions sur lui que le démineur m'a dit dont elles étaient britanniques. Il a 2 insignes de l'armée anglaise. Donc, on peut déjà dire, ah ben, c'est un soldat anglais. Alors, à ce moment-là, on va contacter la nation. La nation qui est responsable de ce soldat. Dans ce cas-là, c'est le Commonwealth War Grave Commission. Dans le cas des Allemands, c'est le Deutsche Grabenfürsorge. Et dans le cas des Français, il s'agit de l'ONACVG, l'Office national des anciens comptes. Chacun donc va prendre contact avec nous, il va nous dire donc sa propre procédure à suivre. Il va nous dire, bon ben voilà, moi j'ai besoin de telles infos, de telles photos, etc., etc., etc. Et on va fournir ça via l'État belge. L'État belge va collecter la victime et va après le redistribuer à la nation et au service national. Et ce service va encore refaire une étude sur base de ce que nous on a trouvé. Donc pour nous, ce qui est assez important, c'est au moment sur le terrain de faire correctement notre travail pour que tout ce qui est l'aspect in situ, l'aspect du site, soit préservé et puisse donner un maximum d'informations à la personne qui devra reconstituer ça sur sa table d'autopsie ou dans son rapport pour remettre et pour faciliter l'identification. Alors, au cours de fouilles, toi, tu as pu retrouver des restes de fusiliers marins. Tu peux nous en parler un petit peu ? J'ai eu, en fait, c'est 2 collègues qui ont eu l'occasion de les collecter. Moi, j'ai eu l'occasion de faire l'étude des artefacts et de continuer sur le rapport. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est en 1914, l'armée belge, et donc, comme vous l'avez entendu, je crois, c'est un peu problématique, il y a peu d'hommes. Donc, les Français vont commencer à nous envoyer des troupes et les troupes de réserve. Et les troupes de réserve, il s'agit des fusiliers marins. Que sont les fusiliers marins ? C'est tous les marins du côté de l'Orient qui n'ont pas de bateau. Des machinistes sans bateau, des torpilleurs sans bateau, etc. Tous ceux-là vont être rassemblés et ils vont former la brigade de fusiliers marins composée de 2 régiments de fusiliers marins sous le commandement d'un amiral. Probablement le seul amiral qui sait un peu ce qu'est le combat à terre. L'amiral Pierre-Alexis Renard, le vice-amiral Pierre-Alexis Renard. Et pourquoi il sait un peu du combat à terre ? Ensuite, parce qu'il a été se battre, il a fait la révolte des Boxers. Il a été chargé de libérer le quartier des ambassades. Donc, il a un peu de connaissance en combat à terre, donc on se dit, c'est peut-être la meilleure personne pour diriger ce genre d'unité, donc on va les envoyer. Ces fusiliers marins sont équipés, comme des marins, avec de l'infanterie, avec du matériel d'infanterie. Et l'idée, vous allez vous battre à terre.
Et ils vont être envoyés d'abord à Melle, en Belgique, ralentir l'armée allemande, et puis ils vont tenir le secteur de Dixmude. Ils vont tenir tellement bien le secteur de Dixmude, et en fait, c'est tellement bien qu'ils vont pas se retirer d'eux-mêmes de Dixmude, c'est par une décision tactique où ils vont se retirer de Dixmude. Maintenant, les fusiliers marins qu'on a retrouvés dans ce contexte-là étaient donc en position défensive à Dixmude, avec un régiment de tirailleurs sénégalais et un bataillon de l'armée belge. Ils ont été retrouvés enterrés par donc on a 3 fusiliers marins enterrés dans ce qui ressemble à un cratère ou une structure. Et ces fusiliers marins donc, avaient l'équipement correspondant aux fusiliers marins qu'on pourrait attendre donc, sur un fusilier marin. Donc déjà, on était déjà sûr de la guerre français, le matériel ressemble français, et en plus, on peut aller même un peu plus loin, ça a l'air d'être du fusilier marin parce qu'il y a du matériel qui correspond aux fusiliers marins de l'époque. Après, à partir de là, ça a été un peu une recherche, on a pu retrouver des effets personnels sur certains de ces fusiliers marins. Par exemple, une montre avec un nom dans une poche, ou du matériel, etc., qui pouvait un peu nous indiquer, voilà, la taille de la personne, l'âge de la personne, est-ce que ça correspond aux pertes qui ont été répertoriées à ce moment-là. Et voilà, et ça nous a permis donc d'identifier des fusiliers marins, les enterrer en tant que fusiliers marins sur le site, au cimetière militaire Saint-Charles-de-Potise, en Belgique. Donc voilà, ça a été surtout basé là-dessus, et c'était assez intéressant d'en retrouver, parce que ça a été aussi retrouvé avec des tirailleurs sénégalais, et lié au contexte justement du retrait de Dixmude, tout le monde se reporte un peu la faute. Le bataillon belge dit, c'est pas nous qui nous sommes retirés les premiers, c'est les Français. Les Français fusiliers marins vont dire, c'est pas moi, c'est les Belges. Les tirailleurs disent pas grand-chose, et les tirailleurs disent probablement que c'est les Belges, et les autres disent que c'est les tirailleurs probablement. Donc chacun a un peu son idée de pourquoi on s'est retiré. Mais la preuve d'avoir justement des morts sur le site datant de la période prouve qu'il y a eu combat, qu'il y a probablement un nettoyage après le combat, donc que les unités ont probablement tenu. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur cet épisode de Dixmude, je vous invite à aller suivre la chaîne du copain Julien Hervieux, alias Odieux Connard, sur YouTube, qui fait ces vidéos qui sont à la fois très drôles, mais aussi extrêmement intéressantes sur des épisodes guerriers de notre histoire, notamment la Seconde Guerre mondiale et un peu la première aussi. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour pour découvrir cette aventure des fusiliers de Dixmude. Alors petite parenthèse sur les tirailleurs sénégalais justement, quel a été leur rôle en Belgique? Les tirailleurs sénégalais, c'est déjà une unité qui est considérée comme une unité d'active, c'est une unité quasiment d'élite de l'armée française. Ils font donc la police impériale, la police de l'empire colonial français. Donc c'est déjà des unités qui vont arriver de Marseille et qui vont être envoyées sur les secteurs les plus chauds du front, pour essayer justement de colmater les brèches et de tenir le plus longtemps possible. Il s'avère qu'un de ces régiments de tirailleurs sénégalais va arriver justement à Dixmude et va donc devoir tenir la zone avec les restes de l'armée belge et les fusiliers marins pour justement éviter un débordement de la zone d'inondation de l'Isère par le sud. Ces fusiliers marins, c'est toute une... Et ça, c'est aussi, je crois qu'il y aura bientôt une exposition au musée de Meaux, je crois, sur les fusiliers marins, sur les troupes coloniales, qui va être, je crois, assez intéressante. Ces troupes coloniales, c'est des troupes où on a généralement, mis à part les témoignages officiels, peu de témoignages d'époque répertoriés pour le soldat de base. Parce que la plupart ne savent tout simplement pas lire, pas écrire ou pas communiquer en langue française. Donc c'est assez intéressant de pouvoir les étudier et de pouvoir aussi comprendre que de pouvoir aussi un peu avoir un aspect de leur culture. Par exemple, sur un de ces fusiliers marins, on a pu directement, de ces tirailleurs, excusez-moi, on a pu directement se rendre compte que il avait par exemple sur lui des écritures en arabe et un chapelet de prière. Donc ça nous indique clairement qu'il était probablement de confession islamique dans ce cas-là, avec un certain doute raisonnable. Donc ça nous permet de l'enterrer correctement aussi et de lui rendre les honneurs nécessaires justement à sa confession. Petite parenthèse pour ceux qui nous suivent en direct, ce sera trop tard pour ceux, enfin pas trop tard d'ailleurs, ce sera déjà sorti pour ceux qui nous écoutent en replay, mais donc le lundi, là, début avril, la prochaine vidéo de Nota Bene, ça sera un beau reportage en partenariat avec le Souvenir français, et une thématique particulièrement importante, comment croire en Dieu sous le feu de la Première Guerre mondiale, et on abordera la question de la religion et de comment les chrétiens, les juifs, les musulmans vivaient leur foi
dans les tranchées, comment on s'occupait des morts, tout ça. Donc je vous invite vraiment à être présent lundi prochain et à partager tout ça. Vous avez, tu pourrais peut-être nous parler aussi du cas du soldat anglais que vous avez retrouvé récemment dans une tranchée allemande. Ah oui. Pour l'instant, pour l'instant, je peux divulguer là ce qui a été mis dans le rapport officiel. Ouais. Mais en résumé, c'est un soldat anglais qu'on a eu l'occasion de retrouver. Et alors, on s'est rendu compte qu'en effet, qu'il présentait il était déjà en équipement complet. Il ne portait pas il avait un matériel assez spécifique d'une certaine période du conflit pour une certaine unité. Et en fait, on se rend compte que certains paramètres ne correspondent pas réellement au type d'unité auquel il devait appartenir. Auquel il est supposé appartenir théoriquement. Donc ça va être assez intéressant et pour ça je vais devoir laisser hélas je peux pas en dire énormément vu qu'il y a quand même il pourrait y avoir des familles concernées et c'est pas le but justement de donner des faux espoirs, donc je préfère en dire un peu moins, mais il a été en effet retrouvé probablement abandonné lors d'une contre-attaque juste devant le parapet allemand et enseveli dans un cratère avec sa bâche sur lui, donc s'il avait une sorte de toile de tente qui leur permettait de se protéger un peu de chaud. Et aussi, ce qui était aussi intéressant, ce qui nous a permis de dire qu'il avait séjourné quand même un petit temps dans le cratère, c'est qu'on a retrouvé par exemple des restes de larves. Donc le cadavre était déjà en décomposition et probablement à l'air libre pour une certaine période, pendant un mois assez chaud. Donc ça peut être assez intéressant de pouvoir aussi le situer. Il avait aussi énormément d'équipements personnels sur lui, donc il avait tout son matériel avec lui. Donc c'est un sujet assez intéressant qui pourra peut-être mener sur l'identification d'une unité ou d'un personnel. Ouais, ça c'est vraiment hyper important comme tu le dis pour les familles de trouver un certain apaisement aussi, même si ça commence à remonter maintenant, hein, il y a plus de 100 ans, et c'est quand même toujours apaisant. On trouve une forme d'apaisement à savoir ce qui est arrivé à nos ancêtres. Vous avez bossé aussi, il me semble, sur une tranchée allemande extrêmêmement bien conservée. Tu peux nous en parler un petit peu ? Ah ouais, ça c'était c'était justement, on a retrouvé la victime aussi. C'est la même. C'est la même. D'accord. C'est la même tranchée et c'était une tranchée assez intéressante en fait. L'avantage, c'est que le terrain avait été nivelé, directement comblé en fait après la guerre, quasiment immédiatement après la guerre, et ça avait tout le temps été une pâture. Donc l'état de préservation du sol était impeccable. On a pu à ce moment-là trouver réellement donc tout un système de tranchées, c'est-à-dire on a la première ligne de tranchées avec plusieurs. On a essayé plusieurs fois de construire ou de réparer la ligne. Pourquoi ? On a plusieurs réparations successives allemandes, et on s'est rendu compte qu'en fait, un peu plus loin, on avait une tranchée qui s'était entièrement refermée. Mais juste un peu plus loin, quelques mètres en avant, on avait juste une tranchée qui s'était entièrement refermée. Et en étudiant les sources bibliographiques, on s'est rendu compte que les Allemands gagnent ce terrain-là après la seconde bataille d'Ypres, donc après la bataille des gaz, après l'emploi des gaz. Ils arrivent à l'offensive, gagnent ce terrain-là. Et les Allemands se plaignent immédiatement dans leur rapport, il y a beaucoup trop d'eau ici, en été ça va, mais en hiver, ça va pas aller. Et en effet, ils se plaignent, ils demandent, est-ce que je peux reculer mes tranchées sur la colline un peu plus loin, s'il vous plaît ? Là, je suis à sec, je peux commencer à construire mon système, mais non, ils vont ne pas être autorisés, pas du tout à le faire. Donc la première tranchée, et on le sait par des rapports et par des témoignages, va entièrement se refermer va se refermer progressivement sur eux, et donc ils vont devoir être contraints de reformer une autre tranchée, qui elle est la mieux préservée, et dont on voit les étapes successives de réparation liées au niveau de l'eau, liées aux efforts de drainage. Ils vont quand même faire un énorme effort de drainage en construisant un énorme drain de plusieurs kilomètres pour essayer d'enlever l'eau sur ce site. Et on voit aussi qu'ils vont essayer plusieurs méthodes de construction de tranchées. Ils vont d'abord essayer la méthode standard allemande, c'est-à-dire on construit en cléonnage sur les côtés. Pour la région, c'est une méthode standard. Mais les Allemands ont plusieurs méthodes de construction. Mais la méthode en cléonnage avec les planches sur le sol et un système de gouttière en bas. Et puis on se rend compte que sur certaines zones, ils vont commencer à copier, par exemple, les tranchées britanniques, qui sont un peu mieux en effet au niveau haut, parce que les Britanniques du côté de Ypres sont dans les secteurs les plus bas, donc les secteurs les plus humides. Donc probablement qu'il y a un Allemand qui a dû un moment, un jour, voir ou prendre une tranchée et se dire tiens, ça doit bien marcher, on va essayer ça sur ce site. Donc les Anglais et l'appui, c'est une grande histoire d'amour. Donc voilà. Voilà, au niveau drainage, ils ont assez d'expérience. Et la même chose, on remarque plusieurs évolutions, vraiment énormément d'évolutions sur le site. On se rend compte aussi que, au niveau de l'eau, ils n'ont pas pu creuser énormément. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est pas comme les tranchées dans lesquelles on peut se représenter dans les films, où on voit, par exemple, 1917, où on voit c'est un trou dans le sol,
et c'est aménagé comme ça. Non. La tranchée est construite plus au-dessus du sol dans ce cas-là que dans le sol. C'est-à-dire qu'ils font des murs, en fait, à sac de sable. Ouais. D'accord. Ils font des murs de sac de sable et des murs de sol, de terre, qui essaient d'un peu... Et ils utilisent énormément de plaques de blindage. Mais bien sûr, les abris aussi ne peuvent pas être profonds. Donc les abris sont aussi en sous-sol, au-dessus du sol. Les postes de mitrailleuses sont aussi au-dessus du sol. Donc c'est une zone qui est extrêmement malsaine pour les Allemands. Et on se rend compte dans leurs témoignages que c'est vraiment une zone qu'ils vont détester à être installée. Et ils vont se dire, bon voilà, je ne vais plus mettre quelqu'un en première ligne, je mets juste mes guetteurs en première ligne, et le reste de mon unité va rester en arrière, parce que chaque fois qu'on se fait bombarder, on a des trous qui sont dans la tranchée. Bien sûr, un trou qui s'ouvre, c'est un trou dans le mur. On sait voir passer les gens. On est une zone qui est surélevée, on sait facilement nous viser dessus. Et en plus, les raids de nuit, c'est très simple d'en faire sur ce genre de site. Donc, on va trouver énormément, sur ce site, on a trouvé énormément, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on a trouvé énormément de munitions de petit calibre, c'est-à-dire des munitions de pistolet. On ne tire pas, la ligne anglaise est à plusieurs centaines de mètres de l'autre côté. Même si on est très énervé, on ne va pas tirer au pistolet dessus. Ouais, donc il y a eu du corps à corps. Voilà. On a trouvé énormément de grenades aussi éclatées. Donc on se rend compte qu'il y a réellement eu une activité intense sur le site au niveau combat de nuit. C'est aussi un site qui est assez intéressant parce qu'ils ont eu par exemple pour la région, ils ont eu les premiers tests au son. Donc on repérait les canons au son à l'époque, c'était une méthode un peu expérimentale. Et ils vont être assez surpris d'arriver dans leur tranchée, tout mouillé en début d'hiver, et de se rendre compte qu'il y a deux messieurs en civil, très bien habillés, dont un professeur d'université allemande, qu'il est en train de faire des repérages, sans être prévenu. Et donc, ils vont être assez surpris de les rencontrer, mais il s'agit des premiers repérages au son, en fait, allemands sur le site. Et alors, on parle des tranchées allemandes, tu nous disais qu'il y avait plusieurs techniques de construction. D'ailleurs, il y a des tranchées en dur. Hein. Côté belge, il y a des différences avec des tranchées françaises, par exemple? C'est toujours au-dessus du sol. Toujours au-dessus du sol aussi? Ah oui, on a un problème d'eau. L'eau est quasiment au niveau du sol. Ah, donc que ce soit les Allemands ou là, c'était pas spécialement local. Vraiment, enfin, on peut étendre ça de façon un peu plus générale. Ouais. Le secteur belge est vraiment une zone de tranchée surélevée. Maintenant, sur certaines zones où c'est un peu plus sec, on va commencer de nouveau à s'enterrer. Sur les hauteurs, par exemple, de Ypres, on peut s'enterrer assez facilement. C'est pour ça que les Allemands sont assez intelligents et choisissent les hauteurs de Ypres. C'est aussi plus simple. Donc voilà, on peut s'enterrer plus facilement, bien entendu sur certains secteurs belges, mais le front belge de l'armée belge est effectivement un secteur avec des fermes fortifiées au milieu des inondations, des postes, et un réseau plus ou moins élaboré de tranchées surélevées. Est-ce que tu aurais on arrive sur la fin de cet entretien, des conseils, que ce soit bibliographique, du documentaire, n'importe quoi, pour les gens qui nous écoutent et qui aimeraient en savoir un petit peu plus sur cette archéologie de conflit? Pour ce qui est de l'archéologie de conflit, pour ce qui est vraiment de la recovery et de tout ce qui s'est passé après donc le champ de bataille, après la bataille et après la guerre, il y a un très bon livre en anglais qui s'appelle Reclaiming the Salients. C'est par Roger Stewart aux éditions Alien. Et c'est un très très bon livre qui explique donc la problématique des munitions, la problématique de la commémoration, l'archéologie liée au site, le recouvrement des restes humains. Tout est très 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 bien expliqué et assez bien documenté. Et c'est vraiment spécifique à Ypres. Donc, c'est ce qui correspond le mieux. Pour ceux qui seraient intéressés d'en savoir peut-être un peu plus sur les fusiliers marins, quand même une unité assez intéressante. Il y a sur Gallica, je crois, Gallica a en ligne les ouvrages de Le Gothic, Dixmude, donc Dixmude, le bien nommé ouvrage, et qui est vraiment intéressant. C'est gratuit, c'est à lire, c'est intéressant. Donc, bien sûr, il y a à chaque fois, il faut le prendre avec un grain de sel. Ça a été écrit au moment des faits même, pas dans la guerre. Donc, il faut à chaque fois prendre aussi un petit peu de recul par rapport à l'info. Et c'est très bien écrit et ça donne à peu près une idée de ce qu'ont vécu aussi les fusiliers marins sur le site, sur Dixmude. Et alors, si vraiment il y a des gens qui sont intéressés, par exemple, plutôt ce qui est niveau structure et tranchées, hélas, la plupart des publications, nous publions aussi nos propres excavations archéologiques, mais hélas, elles sont publiées en néerlandais. Donc, pour les néerlandophones, c'est possible de les lire. Si vous connaissez le néerlandais, vous pouvez les lire. Mais hélas, elles ne sont pas traduites en français ou en anglais. Mais promis, sur Nota Bene,
un de ces quatre, vous aurez un épisode sur le fonctionnement des tranchées. Sachez qu'il est déjà écrit, voilà, mais il est en production. Donc, vous pourrez en savoir un petit peu plus là-dessus. Ah oui, et j'ai encore un dernier livre pour je t'en prie. pour le front belge. C'est un ouvrage qui est associé un peu daté, qui date aussi de 1915. Ça s'appelle Les caractéristiques du front belge, écrit pendant la Première Guerre mondiale. Et donc documenté avec les photos, etc., etc. Et pour ceux qui seraient vraiment intéressés, je recommande, par exemple, aller au musée. Il y a plusieurs musées dans la région d'Ypres qui sont très très intéressants. Au Krater Museum, par exemple, le musée de Hoge Krater, qui est un très bon musée privé intéressant. Le Flandersfield Museum au centre d'Ypres, aussi une très bonne idée pour avoir une idée de ce que c'était. Et alors, si vous voulez encore visiter un réseau de tranchées préservé, un réseau de tranchées belge préservé, il y a ce qu'on appelle le boyau de la mort à Dixmude, qui est visitable et qui a été donc refait à l'identique par rapport au réseau de tranchées qu'il était. Ouais, le nom fait pas envie. Le nom fait pas envie. Ouais. Est-ce que alors quels sont tes actus? Est-ce que tu peux nous teaser un petit peu ce qui arrive? Donc pour l'instant, je suis fort occupé avec Waterloo. J'espère pouvoir publier peut-être dans une petite année ou deux déjà les résultats de la prospection géophysique sur Waterloo. Et bien sûr, pour ce qui est du reste, avec un peu de chance, la publication d'un livre, si tout va bien se passer sur ce qui est l'artillerie allemande et autour de Ypres. Pour le reste, je continue avec Compass, donc à chaque fois, c'est-à-dire faire des visites, parler, faire des séminaires. Je suis toujours disponible pour faire des séminaires ou parler de la Première Guerre mondiale ou de la Seconde Guerre mondiale en Belgique. Et quand bien même, ou de l'influence du paysage. J'espère pouvoir terminer, on parlait de Bastogne, pouvoir terminer dans quelques mois un article sur le génie américain dans la poste de Bastogne. Donc voilà, quelques articles en publication sur un peu toutes les périodes. Et voilà, donc si jamais il y a des gens qui seraient intéressés ou qui seraient de passage dans le secteur de Ypres, qui n'hésitent pas à le faire savoir, je suis toujours disponible pour prendre un café et parler de la Première Guerre ou de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, n'hésitez pas à contacter Pierre Legrand. Merci Pierre beaucoup pour ces 2 heures que tu nous as accordées. C'était passionnant. Voilà, et je crois que tout le chat est d'accord avec ça a priori. Donc vraiment un grand merci pour ton temps.